Hugo. Ça connaît bien chez nous. J'ai entendu. Et puis après on sera tranquille Pas de pour faire souci. Ok, d'accord. Je viens de Portugal, je parle espagnol et je parle 3 langues. Quelle langue? Elle vient d'arriver il n'y a pas très longtemps. Tu viens une petite minute, viens. Alors comment... Tu as quel âge, Aïna? 6 ans. Tu viens de quel? Voilà. Et là on n'a pas... Là il manque Taimia et Hugo. Et Aymen. Et vous êtes là depuis combien de temps? 2 ans. C'est elles en charge. La plupart sont quasiment sont déjà bien intégrés. Et donc là c'est pour ça qu'on fait de la langue des disciplines. D'accord. Yasmine, elle a un peu parcouru, elle était dans cette école-là. Donc dans les continents. Les continents, ils sont faits avec quoi, les continents? Qu'est-ce qu'on fait? Des pays. Ah, des pays, très bien. Et donc là, on a parlé de vos pays d'origine. Très bien. Quels sont les noms des continents? Qu'est-ce qu'on avait vu On avait vu des cartes de quoi la dernière fois, dans le livre? Des cartes anciennes. Des cartes, regardez. D'ailleurs, je vais prendre le livre et je vais vous en remontrer. Qu'est-ce qu'on avait dit qu'il fallait regarder dans une carte pour essayer de la comprendre? Qu'est-ce qu'on doit regarder en premier? Le titre. Ah, merci Annie. On doit regarder le titre. Alors, il y a le titre, très bien. Par exemple, on a une carte plutôt grande, la carte page 103. Là, voilà. Plusieurs cartes, elles ne voulaient pas dire, elles ne parlaient pas toutes de la même chose. D'accord? Alors, on regarde le titre, très bien. Et qu'est-ce qu'on doit regarder surtout? Les cartes n'ont pas de... Mais ça, c'est pas vraiment le sous-titre. Ça s'appelle une légende, très bien. Et c'est grâce à la légende qu'on va pouvoir lire Le livre. lire la carte. Lire la carte, très bien. Donc il y a vraiment deux choses très importantes. Le titre et la légende. D'accord? Qu'est-ce qu'on avait vu de la dernière fois? Alors dans celle-là, qu'est-ce qu'il y avait? C'est toi qui étais avec Taïmia la dernière fois? Oui. Alors, qui avait... Des carrés jaunes. Les carrés jaunes, qu'est-ce que c'était? Vous vous rappelez? Les pays. Non, les villes. Les villes. Les villes, merci à eux, j'ai failli dire une énormité. Et le marron, qu'est-ce que c'était? L'altitude. L'altitude. Alors l'altitude, ça peut être quoi l'altitude? Les montagnes. Ça peut être les montagnes et ça peut être aussi La terre. quand c'est au-dessus d'une montagne. Les Ah, plaines, ça c'est quand s'appelle- c'est... Ça s'appelle des plaines. Ah, Alors les plaines, on les voyait. Et donc, sur la carte, on avait pu voir le nom. On avait pu voir le nom de quoi sur cette carte-là, par exemple? Les montagnes. Le nom des montagnes, le nom des villes et une dernière chose qu'on avait vue. Le nom des continents. Les noms. Pas les lacs, Les rivières. pas les rivières. C'est des très grandes. Les rivières, c'est quand c'est très court. Quand c'est très très long comme ça, comment ça s'appelle déjà? Allez, des... Fleuves. Disons que là, je crois que tu as bien fait ta leçon, c'est bien. Alors, et les noms des fleuves. Très bien. Alors, je vais vous distribuer un fond de carte de France. Je vais vous distribuer les livres avec vous. Je vais vous mettre les encoches qu'il faut que vous regardiez. D'accord? Et vous allez remplir ces cartes de France. D'accord? Selon les instructions du document. Je vous distribue ça tout de suite. Est-ce que j'ai pas les citations de Laurent? Ils sont là. Merci. La carte de la France. La carte de France. Continue. Colorier les fleuves. En quelle Le couleur? français. Très bien. Ensuite, Les mers en bleu clair. Il faut colorier. il faut colorier. Alors, en quelle couleur je dois colorier? Qu'est-ce que je dois colorier? En bleu clair. Yasmine. Les mers. Les mers. Qu'est-ce que je dois colorier en bleu foncé? Amine. Les fleuves. Qu'est-ce que je dois colorier en rouge? Les fruits. Les pays. Ça a un rapport avec les pays. Ah, il y a un bord qui dépasse, il y a un côté pays. C'est sur cette carte. On a déjà vu des cartes de France. Je sais que vous l'aviez déjà remarqué. On avait vu des noms de pays à côté de la France. Très bien. Alors, à votre avis, qu'est-ce que c'est les frontières sur cette carte-là? Les pays. Ils sont représentés comment sur cette carte-là? Ayouch, il nous a dit que ce sont les limites avec les autres pays. Comment elles sont représentées sur cette carte-là, les limites avec les autres pays? N'importe. N'importe comment, c'est ça par exemple la limite la Non. Qu'est-ce que ça peut être, à votre avis? Ligne imaginaire, quand je faisais le rappel de la leçon, c'est vrai. Oui. Qu'est-ce qu'on connaissait comme ligne imaginaire?
l'équateur, l'équateur, quoi d'autre? le tropique du cancer, Tropique du cancer et tropicaux, tropicaux, non, non, c'est une boisson. Tropique du Capriccio. Tu confonds du Verseau et Capricorne. Le Capricorne. Très bien. Donc là où on a un quadrillage aussi, mais là aussi, est-ce que ce sont de vraies lignes, ça? non, À quoi elles servent les lignes imaginaires sur le terrain? repérer, Dans le monde, bien sûr. Pour pouvoir se repérer dans le monde. À partir du moment où on a pu faire le tour du monde, quand je vous avais raconté l'histoire de Magellan. Vous vous rappelez? Très bien. Donc, à votre avis, quelles sont les frontières avec la France? Les frontières de la France avec les autres pays, qu'est-ce que c'est? là, il y a l'Espagne. On en a vu plusieurs des cartes de France. Donc, comment elles sont représentées? Il y a le Portugal coupé, Ce sont des lignes, découpé, des lignes coupées. On appelle ça des pointillés. Des pointillés. D'accord? Il y a des pointillés, donc du coup, elles sont là les frontières. D'accord? Ce sont des pointillés. Partout, tout autour de la France. Là, vous voyez des pointillés. Tu les vois? Ok, super. Donc là, c'est en quelle couleur qu'on va colorier ça? rouge, En rouge. Super. Très bien. les villes. Les villes. Comment je les reconnais, les villes, dans cette... Il y a des points. Il y a des points. Quand on regarde bien, il y a des points. Il y a des points noirs. Très bien. Alors, vous regarderez dans votre livre pour savoir quel est le nom de ces villes-là. D'accord? Pour les écrire à côté. Les frontières en rouge. Les côtes en jaune. Tiens, on n'avait pas parlé des côtes la dernière fois. Qu'est-ce que c'est, les côtes? Il y a des montagnes. Rien là? C'est la mer. La mer. Et justement, qu'est-ce qui touche la mer? Les côtes. La Les terre. côtes, justement. C'est les côtes. En fait, les côtes, c'est tout ce qui touche la mer. Qu'est-ce qui touche la mer, en fait, dans cette carte-là? Les côtes ici, là. Oui, je sais que c'est les côtes, mais c'est où? Là, ici, c'est là. Oui, même partout, là. Il y a de la mer partout. Non, ici. Voilà, Ici. voilà, très bien. Alors, je vous distribue à chacun un livre, et vous essayez de me faire ça, d'accord? Si vous avez un problème, nous encore. Donc là, c'est un livre, Yasmine. Hop, pour la France. Si vous avez vraiment Les villes, on les écrit en crayon. Hein? Lyon. Au crayon, s'il te plaît. Si tu n'en as pas, je t'en prête un, mais au crayon, s'il te plaît. Page 96. Alors, allez, il y a une carte là-bas. Alors, on a 96. Il y avait une encoche en plus, Charlotte, tu vois pas? Elle était pliée la feuille, la page. Tu l'as? Lyon, c'est une ville. Oui, tu avais même le maillot de l'Olympique Lyonnais la dernière fois, je t'ai fait la remarque. Très bien. Ok, donc on a aussi une carte au tableau. Hein, si vous avez envie de regarder, il faut vous entraîner, d'accord? Pour les crayons de couleur, il y en a là. Oui, pour c'est vous bon. servir. C'est d'accord. Ok? Super. J'ai fait une erreur là-haut. J'ai tellement de boulot en ce moment que je tape les choses très rapidement. L'erreur, c'est UEP2A. Oui, c'est ça. Déjà, il y a pas mal d'insites qui appellent ça encore des pins. Oui. Alors, Bah moi, ça m'a un petit peu en erreur la dernière fois lors de mon mail parce qu'il y en a qui appellent ça comme ça, il y en a qui appellent ça UEP2A. je me rappelle, Donc, ça c'est UEP2A depuis 2012. Ouais. Les pins, c'est fini depuis 2012. J'avais déjà 5 ans, mais Ouais, il y en a il y a qui... beaucoup d'immobilisme des fois, c'est un peu compliqué. Donc, ok, bon, si tu veux, on peut commencer l'entretien, à moins que tu aies on peut se baser sur l'entretien, puis après, si on fait des Oui, digressions... on va extrapoler de on toute est- façon. Ouais. Ok. Je demanderais juste de me donner des exemples à chaque fois par Oui, oui, rapport mais au... t'inquiète pas, pas de problème. Ouais, et puis après, voilà, faut que ça se passe sans... Ok. Alors, comment concevez-vous l'accueil des élèves à l'école, des élèves allophones à l'école? à l'école. Alors, nous, en tant que fonctionnaire d'État, donc on est soumis à réglementation par rapport à des circulaires. On a une circulaire de 2012 qui explique en fait le fonctionnement du UEP2A. Mais pour bien le comprendre, il faut voir comment les textes officiels, enfin les programmes ont évolué vers justement cette circulaire-là de 2012. Alors,
on a parlé des cleans à l'instant. Les cleans, c'était des classes d'initiation au français. Et la première clean date de 1969, elle avait ouvert à Aubervilliers à l'époque, c'était sur des immigrés, il y avait beaucoup d'immigrés algériens qui étaient venus à l'époque en 1969, et d'un seul coup il y avait la problématique d'enfants qui venaient, qui étaient déscolarisés, et la première clean a donc ouvert à partir de 1969, et au fur et à mesure des circulaires et des programmes, le rôle en fait des cleans a évolué. Au niveau des contenus, tout ça était plus tout au fur et à mesure, ça s'est toujours en fait corrélé avec les politiques d'immigration, les publics et les lois, en fait, les législations qui sont en vigueur. Par exemple, si tu regardes, si tu observes bien, il y a en 69, c'était effectivement c'était des regroupements familiaux d'immigrés qui venaient ensuite suite à la fin de la guerre d'Algérie, en 1962. Et puis après, tu as eu pas mal de choses. Tu as eu aussi donc, tous les regroupements familiaux. Ah non, mais franchement, tu t'excuses quand même. Aux différentes législations, ça a toujours fait évoluer, il y a toujours eu un texte qui tout de suite est venu se mettre en écho par rapport aux législations. Par exemple, donc il y a eu les regroupements familiaux, la loi Giscard avec les regroupements familiaux qui fait que du coup, il y a eu une circulaire coordonnée par les CEFISEM, qui était l'ancêtre des CASNAB, parce qu'il y a les CEFISEM qui ont été créés aussi avant, et puis les CEFISEM qui ont évolué en CASNAB à partir de 2002. D'accord. Et quand il y a eu l'ouverture de l'espace Schengen, il y a eu beaucoup d'immigration européenne, intra-européenne, polonaise, qui a donc nécessité aussi une demande, une refondation, et il y a eu aussi des nouveaux textes par rapport à ça. Donc, mais la logique, de plus en plus, l'esprit en fait des circulaires allait de plus en plus vers l'inclusion de ces élèves. Autant la clean avant était une classe fermée, où les enfants, une classe fermée, voire une classe spécialisée, où les enfants, et c'est peut-être les représentations qu'on peut en avoir, hein. Donc souvent ça questionne quand quelqu'un te parle de clean, souvent c'est un peu des représentations d'une classe un peu fermée, où les enfants passent, et voilà, c'est une classe spécialisée, et puis quand tu es passé par là, c'est un peu comme si tu avais un tampon, et tu ne peux pas aller ensuite dans les autres classes, ou de toute façon, quoi qu'il arrive, tu ne pourras pas t'adapter. Là, de plus en plus, bon, il y a toujours des choses, mais globalement, l'esprit, c'est que les cleans, autant c'est des dispositifs fermés, qui se sont ouverts. C'est-à-dire que même les circulaires dans les années 80, les circulaires des années 80, de 89, parlaient déjà d'inclusion scolaire, et en 2002 ça se poursuit aussi, mais dans les pratiques c'était beaucoup des classes un peu ghettoisées, un peu fermées, et ce qui faisait face en fait à la demande de l'époque, où il n'y avait pas énormément, c'est-à-dire qu'on avait peut-être 4 ou 5 ou 6 élèves qui venaient, qui passaient par ce dispositif-là, où on pouvait, avec le nombre d'élèves qui arrivent, effectivement il y a une réflexion qui a été menée par rapport à l'inclusion de ces élèves-là, de la même manière qu'une réflexion a été menée par rapport à l'inclusion des élèves handicapés, à partir de 2005. Donc ces questions d'inclusion toujours, les problématiques de différenciation, et de prise en compte de la diversité, de la diversité des publics en fait dans l'école. Et donc c'est pour ça que quelque part il y a cette articulation là, c'est quelque chose qui est sous-jacent, mais qui n'a pas été naturel dès le début. Sans revenir sans être trop monde, c'est vrai que c'était beaucoup des dispositifs fermés, puis petit à petit, là on est entré dans une articulation où on essaie de travailler pour que ça devienne tout comme les ULIS, parce que je sais pas, peut-être que tu as des collègues handicapés, pour enfants handicapés qui ont un handicap, et ils sont tout à fait sur ces problématiques-là. C'est dans d'autres, voilà. Et donc le programme spécifique, effectivement, oui, ça a été prévu de longue date, et c'est pour faire, voilà. Est-ce qu'on arrive déjà à une efficience en fait de cette mise en place, ou est-ce qu'il y a encore des choses à mettre en place, à travailler? Alors, si tu veux, dans l'éducation nationale, on a souvent obligation de moyens, mais on n'a pas réellement obligation de résultat. Parce qu'on maîtrise une partie des paramètres, peut-être une partie des paramètres pédagogiques, mais il y a pas mal d'autres paramètres sur lesquels on n'a pas spécialement, sur lesquels on essaie d'avoir prise, mais qui peuvent aussi nous mettre en difficulté.
On essaye de trouver des réponses pédagogiques à ça. Et on essaye d'avancer de toute façon dans l'intérêt de l'enfant, en mettant l'enfant donc au centre du dispositif, essayer de le faire progresser et avancer. Mais pour répondre vraiment, au fond, pour répondre vraiment de manière centrée à ta question, les élèves du PE2A sont aussi variés, ont des profils aussi variés que les élèves de classe ordinaire. C'est-à-dire que tu peux très bien avoir des enfants qui n'ont jamais été scolarisés auparavant, qui arrivent à 10 ans, 11 ans, il y a des enfants roms qui arrivent à 10 ans, 11 ans en PE2A, ils n'ont jamais été scolarisés. Ce qui veut dire, jamais été scolarisés, ce qui veut dire que ce qui sous-tend en fait au niveau de leur profil d'élèves, des difficultés de comportement de l'élève, toutes ces choses-là qui sont acquises petit à petit dès la maternelle, et qui, pour des enfants qui n'ont jamais vu, donc qui ne sont jamais assis sur le niveau comportemental, et aussi après pour tout ce qui est pédagogique. Par exemple, pour tout ce qui est le rapport à l'écrit. Alors, je sais pas, vu que tu fais un mémoire sur l'accueil d'enfants allophones, nous, au niveau didactique, on se place dans la didactique du français de scolarisation. C'est pas le français langue étrangère. Oui. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'il faut que tu abordes dans ton mémoire, dans la mesure où c'est fondamental dans la manière dont tu vas appréhender ta pédagogie. Je t'ai parlé de notre objectif d'inclusion. Alors, qu'est-ce qui est, pour qu'un enfant soit inclus dans une classe, mon objectif, notre objectif en UPDA, c'est de faire en sorte que l'enfant ait un bagage qui puisse lui permettre de suivre en classe ordinaire. Je ne suis pas une classe en ligne, je suis un dispositif d'aide, une matrice, un SAS, une matrice qui va permettre d'aller vers ça de manière progressive. Maintenant, quels sont les besoins de l'enfant? Quels sont les besoins de l'enfant? On raisonne en termes de besoins. Quels sont les besoins de l'enfant en classe ordinaire? Quand tu parles d'un enfant qui ne sait pas encore parler français, ça veut dire qu'effectivement, il a besoin d'apprendre à communiquer en français, ne serait-ce qu'à l'oral. Il peut il répond bien sûr. Des ateliers de langage, on travaille sur l'oral, on a des petits groupes. Si tu vois la disposition des tables, c'est des tables, c'est par îlots pour permettre les échanges. Il y a des coins bibliothèques, il y a des coins jeux, il y a des coins ordinateurs. Un peu comme en maternelle, qui ont les mêmes objectifs au niveau du langage. Donc encore une fois, tu vois, ça entre en relation. D'ailleurs, c'est pas pour rien que moi j'ai pas mal bossé en maternelle avant de venir en UPDA, et ça a pas mal influencé ma manière de voir les choses. Mais quoi qu'il en soit, donc déjà tu travailles déjà sur l'oral, mais l'oral, si tu veux, c'est sessions qui relèveraient du français langue étrangère. Parce que le français langue étrangère, ça serait par exemple si tu as un touriste japonais qui voudrait apprendre le français au Japon, il apprendrait le français langue étrangère. Et au crayon de couleur, s'il te plaît. C'est une côte, ça? Il y a la mer. Là, faut que tu continues le fleuve, et là, c'est un fleuve aussi, c'est le Rhin. Regarde bien sur la carte. Tu vois bien? Il y a un fleuve, c'est pour ça qu'il est comme ça. Et après. Les autres, après, s'ils veulent tu peux leur dire aussi ce qu'il y a à faire après. Comme ça, je pourrais continuer mon entretien. Donc, il faut que l'élève se place comme si c'était sa langue maternelle, d'une certaine manière, si je comprends bien. Faut pas qu'ils le prennent en langue. Voilà, oui, je parlais du touriste japonais. C'est une langue étrangère. En fait, ça va pas lui servir dans sa. Le français que tu vas apprendre à un touriste, c'est pas le même français que tu vas apprendre, donc pas besoin sans élèves là. Ils ont besoin d'un français qui serve à l'école. Alors il y a le français qui est utilisé dans la cour, le français qui est utilisé à la maison, en bas de la maison quand on est en bas de chez soi quand on joue au square, et il y a le français de l'école. Et ce français de l'école là en particulier, c'est un français c'est une langue à part entière, c'est une langue d'apprentissage, c'est une langue à part entière, c'est un jargon, entre guillemets, c'est une langue qu'il faut apprendre, et que même, je dirais même, les élèves qui sont nés en France, qui ont allé dans le système français, ont besoin d'apprendre. Si tu veux, toute la langue qu'on utilise à l'école, c'est pas la langue qu'on parle dehors, c'est pas la langue qu'on parle dans le milieu familial, c'est même parfois, c'est même carrément une langue étrangère. Et on dit langue étrangère. Mais je te dirais qu'un enfant qui parle que français chez lui, mais qui parle un français argotique, ou un français banlieusard, et qui parle le parler d'école, c'est pas du tout la même chose. Et pour aller même plus loin, en vérité, c'est le français qu'il y a dans les livres. Et donc c'est le français écrit. Si tu veux, le français de scolarisation, ça se joue beaucoup au niveau du rapport à l'écrit. Et donc, ce qui va poser problème, pour revenir à la problématique que tu me donnais,
Ce qui va poser problème aussi, c'est que le français de scolarisation, donc, qui est beaucoup centré sur l'écrit, des enfants qui ont vécu dans une culture C'est juste à l'oral. aussi uniquement à l'oral, un peu comme en Afrique de l'Ouest, un peu comme en Afrique subsaharienne, un peu justement comme la communauté rome, tout simplement, formation à l'écrit avant de pouvoir entrer dans la lecture. Et c'est ce qui rend les choses plus compliquées. Mais, désolé, parce que je vais peut-être me répéter plusieurs fois, c'est que ce qu'on fait avec ces élèves-là peut servir également à d'autres élèves qui ont aussi un problème par rapport à l'écrit. Et qui ont justement, qui sont pas dans le sens par rapport à ça. On fait beaucoup de travail depuis la maternelle pour, surtout depuis les instructions de 2002, sur la littérature de jeunesse, la fréquentation des œuvres, les BCD, tout ce genre de choses qui ont été créées dans les écoles pour donner aux enfants le goût de lire, l'envie et leur donner une culture de l'écrit. Mais malgré ça, il y a quand même des difficultés. Il y a quand même des difficultés. Et donc, à ce niveau-là, nous, on a tout un travail d'acculturation par rapport à l'écrit qui va permettre de préparer donc l'entrée dans l'écriture, sur la lecture ou sur l'écriture. D'accord. Par contre, on peut trouver typiquement, ce genre d'enfants dont je te parle, qui n'ont pas ce problème de rapport à l'écrit, peuvent très bien progresser très vite à l'oral. Par rapport à leur vécu, par rapport au fait qu'ils grandissent dans un environnement francophone, ils peuvent apprendre très vite le français. Mais ce qui va poser problème au niveau de la réussite, c'est beaucoup leur rapport à l'écrit. Parce qu'on peut apprendre très vite à parler une langue, si tu veux, pour te donner un petit exemple. Oui, justement. L'oral, mais par contre, à l'écrit, c'est un véritable élève. Oui. Et il va apprendre à parler français, puisqu'il vit en France, il est dans un milieu francophone, il n'y a pas de Oui, souci. en immersion totale. Mais si son comportement d'élève, son rapport à l'écrit, sa scolarisation antérieure, te donne je vais même te dire, la catégorie socio-professionnelle. Oui, justement, on va y venir après. Exactement, joue énormément là-dedans. Et c'est toutes ces choses-là, c'est pour ça que je disais que nous, on a un peu une prise sur certaines choses, qu'on essaie de trouver des réponses pédagogiques à un certain nombre de problématiques, mais on n'a pas la main sur tout. Bien sûr. Mais on essaie de trouver des réponses à ces problématiques-là, de notre façon. Et donc, c'est pour ça que les réussites peuvent être diverses. Alors, j'aime bien donner cet exemple-là, je peux donner la fille d'un médecin ukrainien qui fuit la guerre en Crimée et qui vient ici. Si tu veux, je sais qu'au bout d'un moment dans la scolarité, ça influe bien. Comment dire, elle va réussir à raccrocher les wagons et elle a réussi après. Justement, oui, ça, voilà. ouais. Ok. Donc là c'est bon par rapport à ta... Oui, à la première, oui. Donc comment est-ce que toi tu conçois l'enseignement des élèves allophones Alors pour moi, encore une fois, c'est la base didactique, c'est un continuum entre le français langue étrangère, le français langue seconde et le français de scolarisation. Si tu veux, là je peux te conseiller un ouvrage là-dessus, je pense que c'est très important il y a des ouvrages de référence de deux ans. Alors je te donnerai, et à Gérard Vignière, c'est à la bibliothèque de l'Esprit si tu veux. Oui. Moi, je les ai empruntés là-bas, j'ai des études là-bas. Donc comme ça avec un P. Hein. GNER. Pardon. Gérard Vignière. Donc comme ça. Voilà, Michel Verdet. Verdelan. D-E-L-H-A-N. Tu peux rajouter ça. Ah ben j'ai lu un ouvrage à elle. Elle a dirigé mon mémoire de master 2. D'accord. Parce que moi, il y avait... c'est quoi, Élève ici, enfant ailleurs, c'est ça que tu as lu? C'est ça. Oui, en 2005. Elle a fait un autre ouvrage qui est plus actuel et qui est très pertinent en plus. Et pour tout ce qui est lecture, Jean-Louis Schiss, il y a pas mal Jean-Charles, pardon, je pense. Jean-Charles Raffoni, R-A-F-O-N. Raffoni, maître de conférence à Sergi-Pontoise. Et puis tu as aussi Laurence Auger par rapport à tout ce qui est grammaire, tout ça, pas mal de... Comme quoi le français c'est une langue difficile. C'est sûr, surtout sur les noms. Et donc voilà, entre autres, hein, Jean-Louis Schiss, voilà. Il y a pas mal de littérature là-dessus. Schiss, ça s'écrit. C'est H-I-2-S. D'accord. Et alors du coup, on a digressé, c'était par rapport à quoi déjà? Par rapport à la conception d'enseignement. Ah, conception d'enseignement. Alors, on est dans le champ didactique. Le champ didactique de UPE2A, c'est un continuum entre le français langue étrangère et le français de scolarisation. Super joueur, super. Continue, là tu peux mettre les océans et les mers qui touchent, et là les pays qui touchent. Ok? De quoi? Là tu mets les océans et les mers qui touchent les côtes de la France, et là tu cites les pays qui touchent la France. Oui, mais justement les pays qui sont à côté de la France.
Alors, regarde bien les noms. Bah oui, mais regarde les noms, hein, Jo. Tu as un rapport à l'écrit. Très dur pour lui, tu vois, de chercher une information. En fait, il ne sait pas la différence. Faut peut-être qu'il... Il est Ouais. sur des codes de couleurs, de reconnaissance. Il est pas mal en compréhension de l'espace, tout ça. En fait, il regarde les villes. Il faut qu'il cherche d'abord les... Il est dans une forme d'immédiateté par rapport au truc et c'est compliqué, c'est ce qui rend les choses compliquées. Ouais. C'est un continuum entre le FL, le français langue étrangère, c'est de scolarisation. Le français langue étrangère, grosso modo, tu as fait de l'anglais ou de l'allemand à l'école ou de l'espagnol. Oui, anglais, espagnol. Ouais. Voilà. C'est des langues vivantes étrangères. Pas te surprendre en me disant que l'anglais ou l'espagnol, le qu'on a appris à l'école, ne se parle pas du tout. Déjà ne se parle pas. Et deuxièmement, est-ce que c'est avec ça que tu pourrais suivre une scolarité là-bas en Angleterre? Ah non, on est d'accord. C'est une langue étrangère. Tout à fait. C'est fait pour je me rends en Angleterre, je me débrouille, j'ai un C'est petit peu. ça. C'est typiquement ça. Et que je te parlais du tourisme japonais, je l'ai pas, C'est certain. C'est ça. Mais c'est pas ce qui est utile pour nous. Mais par contre, ce n'est pas complètement. On peut partir sur une base du français langue étrangère c'est une pédagogie, une didactique qui est basée sur des situations authentiques, autant que possible de communication, et globalement à l'oral. Et c'est pour ça que c'est inadapté. D'accord. Tu comprends? Et nous, c'est pas effectivement on va partir sur cette problématique, partir de l'oral, donc sur l'apprentissage de l'oral de ces enfants-là, justement le français de scolarisation. Alors comment on va faire? On va essayer d'articuler des situations qui partent des représentations de l'élève, de leur vécu, à l'oral, et on va essayer d'articuler tout ce qui est de l'ordre de la compréhension orale pour aller vers la production orale, toujours d'une activité de réception vers une activité de production, et dans le même sens, vers la compréhension écrite vers la production écrite, dans le même mouvement. Typiquement, ici, là, tu vois des élèves assez avancés, et là on est sur un autre cas, puisque là, c'est la langue des disciplines. On travaille sur un contenu disciplinaire que mais globalement, si je te donnais un exemple, il faudrait que je te montre un peu une programmation, mais bon, je sais pas si... Globalement, moi, dans ma manière de travailler, moi, à titre personnel, je peux te donner ma manière de travailler, mais je peux aussi te dire comment on pourrait fonctionner différemment. Alors, tu as des élèves qui partent en sortie, tu vois, ils vont à la piscine ou au zoo ou quelque chose comme ça. Ouais. Je peux travailler avec les élèves à partir de clichés, à partir de tiens, voilà la piscine, ben maintenant vous essayez de me raconter votre sortie. Oui, d'anticiper un peu. Voilà, de raconter. Oui. D'anticiper peut-être, oui, mais après de raconter. De raconter quelque chose qu'ils ont vécu. Et donc à partir des phrases qu'ils ont produites, je peux récupérer, en dicter à l'adulte, des phrases qui m'ont en lecture, puis éventuellement en écriture pour réinvestir, après, pour investir les acquis dans une autre situation. Globalement, ça peut te donner un schéma de ce type-là. Par exemple, nous sommes allés à la piscine. Alors, on est allé à la piscine. Alors, elle me dit, alors, qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui? On m'a dit, bon, alors, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est la piscine, ça, c'est l'eau, on se met en maillot dedans, comme ça. Alors, moi, je peux noter, par exemple, on est allé à la piscine. Alors, où est-ce qu'on... À la manière, là, je vais être dans le champ pédagogique du FLE, je vais essayer de l'exploiter, travailler sur ces structures de phrases, des structures syntaxiques à l'oral, donc des situations de communication, des structures syntaxiques à l'oral. Je vais essayer de les travailler parce qu'ils doivent travailler l'oral. On est à la piscine. Ok, mais quel autre lieu est-ce que vous connaissez de la ville? Ben, je peux montrer des images. Alors, il y a ça, c'est la mairie. À quoi ça sert la mairie? Ben, la mairie, ça sert à ça. On peut aller là-bas. Je peux marcher jusqu'à là-bas. Ou je peux aller à la cantine. Je peux aller à l'école. Voilà, ça, c'est pas les pays, ça. Va voir avec Ayouch. Et ça, c'est partant du vécu des élèves. Puis ensuite, récupérer le corpus des phrases qui ont été produites à l'oral pour travailler à l'écrit. Ensuite, en lecture. Par exemple, ça pourrait donner un texte comme ça. On est allé à la piscine, on a nagé dans l'eau. Et là, typiquement, je peux partir sur des séances de lecture qui évoquent un peu des séances de lecture un peu comme on fait en cycle de pas. Par exemple, je peux retrouver tous les mots outils ici, le on, le dans,
le la, voilà, je peux travailler là-dessus en reconnaissance globale. Je peux travailler en fonction de ma progression de son. Je peux travailler sur par exemple le son I, ici pi, Oui. si, ne. Je sais que maintenant, en ayant travaillé là-dessus, je sais que, parce que ce qui pose problème après pour la lecture, c'est une autre problématique, c'est le manque, la pauvreté des structures syntaxiques et la pauvreté du lexique. Maintenant, je sais que je peux proposer le mot piscine, je sais que je peux le proposer à mes élèves parce qu'ils savent de quoi ils parlent. Le problème, le souci, c'est que si je prends un support de lecture lambda sans le préparer, si par exemple, si je montre ça à un élève, effectivement à côté il y a écrit étoile, même si on apprend la combinatoire à un élève. Alors, un élève à qui tu apprends la combinatoire, même si tu lui apprends que ça fait et, que ça fait t, que ça fait y, que ça fait et, que ça fait e, il va te lire comme ça. Il va dire étoile. Un élève français, il voit ça, il fait ça, il fait étoile. Oui, oui. Un élève qui parle pas, parce que si je parle arabe, lui, qu'est-ce qu'il a dans sa tête, lui? Si lui voit ça, il voit, si c'est un anglais, il va dire store. Si c'est un élève pareil, nejma. Il va avoir ça dans sa tête, et lui, donc il ne pourra pas anticiper sur la suite et avoir une lecture fluide. Donc c'est pas uniquement une question d'apprentissage de son, c'est aussi une question de vocabulaire. Et donc du coup, c'est en utilisant, en travaillant, multipliant les séances à l'oral, donc en partant justement de leur vécu, c'est une approche, il y en a d'autres, mais en partant notamment de leur vécu, que tu peux justement travailler les structures syntaxiques et enrichir le vocabulaire à l'oral, à la manière de FLE, tout à fait comme ce qu'on fait comme on faisait en anglais. Si tu veux, quand on apprend en anglais au collège, on partait de situation, l'autre il est dans la cuisine, je sais pas quoi, tu vois, voilà, c'est ça, on part là-dessus, mais on va pas faire des rédactions, je sais pas quoi, tu vois, on est juste sur des petits trucs comme ça. Mais derrière, moi, faut que après on passe sur la lecture, parce que si le gamin ne sait pas lire, c'est là où je vais avoir de gros problèmes. Je ne peux pas rester uniquement sur ça. Donc je vais articuler l'oral et l'écrit en continuant. Bonjour. Oui, elle est avec moi, Aïna. Non, en fait, le truc c'est que il y a eu un changement d'emploi du temps. Donc du coup, c'est vrai que du coup j'avais prévenu Marie, je sais pas si elle a prévenu. Donc moi du coup j'ai pris Aïna, bon après voilà, je vais faire ça. Oui, il n'y a pas de souci. Aïna, Aïna, tu vas retourner avec la maîtresse? Tu retournes avec la maîtresse? Aïna, elle est là, ta maîtresse. On va aller chanter. Bonjour. Jasmine. Oui, prends ta tour, on va aller devant la classe. Oh là 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 là. T'es sûr que là, c'est là, là, regarde. Les mers en bleu clair, les fleuves en bleu foncé. Et ça, qu'est-ce que c'est ça? Les fleuves, on avait dit. C'est quoi? C'était la Seine, tout ça? Tiens, t'en donnes une. Tiens, parce que là... Elle a mangé la quittaine. Regarde, la Corse, ça devient la mer, là, c'est la terre, ça, c'est la Corse. Je te conseille de plutôt regarder cette carte-là. Prends, va au crayon de couleur, ça va plus vite, Yasmine. Super, bah, c'est parfait. C'est nickel, Aïe. Écris ton prénom, tu poses sur le bureau. Donc du coup, voilà, donc on part de l'oral, on articule vers l'écrit, et à chaque fois, donc on est au début on est dans de la didactique du FLE, on est un peu comme dans le FLE, mais on va vers des français de scolarisation après. On se base sur le FLE pour pouvoir le faire, parce que tout s'articule. Si tu veux, un élève de maternelle qui a une pauvreté, cette problématique elle est très connue. Oui, mais pourquoi les enfants qui grandissent ici à Orly ou à Villeneuve-Saint-Georges, pourquoi ils ne réussissent pas? Effectivement, ils ont, voilà, ceux qui sont à Saint-Maur ou à Vincennes, ils ont 2000 mots de vocabulaire de plus. 2000 mots de vocabulaire de plus, donc ils rentrent facilement. Ils ont plus de syntaxe. Parce qu'il n'y a pas que le vocabulaire, il y a la syntaxe aussi. Oui, et globalement, parce qu'il y a la syntaxe c'est ce qui permet de construire, de donner des phrases construites, si tu veux. Et ce qui pose, nous, on peut travailler sur des syntaxes de base en français. Non, ça va. La question. Ah, t'as mis d'autres villes qu'on n'avait pas vues? Super, allez, c'est super. Et donc voilà, et donc on va partir dessus, et là on peut commencer la lecture. Donc ça va me permettre de travailler sur ces mots-outils-là, qui sont souvent des connecteurs, donc qui te permettent de travailler sur des structures syntaxiques. Et en même temps, on peut travailler aussi la lecture, parce que tu sais sur quel lexique tu peux te baser. Ok, super, tu sais sur quel lexique tu peux te baser, et ensuite tu peux, selon une progression de ton note, tu peux savoir, voilà, on a parlé de ces thèmes-là, tu peux avoir plus d'idées, pouvoir proposer des mots, c'est ça qui va poser problème, typiquement avec cette problématique-là. Et après, si tu veux, tu
peut aller vers la production. Alors là, tout dépend du niveau des élèves, mais là, à ce moment-là, il y a tout un travail de différenciation. Il y a des élèves qui vont pouvoir que copier, des élèves qui ne savent pas encore écrire, des élèves qui savent écrire, mais dans une autre langue, des élèves qui savent écrire, mais dans une autre écriture, en chinois, en arabe. Il y a des élèves qui vont pouvoir complètement produire quelque chose. Donc globalement, je vais utiliser cette matrice-là, et je vais leur demander souvent d'écrire quelque chose à la manière de. Tu vois, voilà, on est allé dans l'eau. Où est-ce que tu peux aller aussi? Si tu veux, je peux leur proposer par la suite. On est allé au... Et tu complètes, lui il va me dire au château de Versailles, et puis je peux partir en production d'écrit sur des choses comme ça, tu vois. Typiquement, je fais ça de but en blanc, un truc typique en UP2, c'est vraiment de partir de l'oral et hop, d'aller jusqu'à l'écrit, jusqu'à la production écrite. De la réception orale, c'est-à-dire vraiment d'écouter un discours, vraiment de recevoir en fait une question, une interrogation du maître, dire voilà, qu'est-ce que vous avez fait, et ensuite partir de la compréhension orale, production orale, compréhension écrite, production écrite. Toujours dans ce mouvement-là qu'on essaie de travailler. Et c'est une problématique qui est aussi majeure dans les classes normales. Dans les classes normales, surtout pour les élèves qui ont un problème par rapport à la culture de l'écrit. Et donc cette motive, ça va être surtout ça, le tronc commun, ça va être ça. Maintenant, il y a plusieurs autres choses à prendre en compte. La relativité des cultures scolaires. Oui. Alors, il y a des élèves typiquement, il y a des élèves qu'on tape, il y a des élèves Encore. Ah oui, il y a plein de pays où les élèves sont tapés, ils sont frappés. Il y a des élèves qu'on frappe, il y a des élèves où ils sont 50 dans la classe, il y a des élèves où inversement ils ont des ordinateurs dans la classe. Si je recevais un enfant qui vient de Singapour, il y aura tout ce qu'il faut. Bon, il n'y en a pas beaucoup, pas de Singapour. Mais globalement c'est ça. Et il y a des classes où il y a l'enseignement religieux. Il y a des classes où même l'épistémologie, même la didactique des matières, la manière dont elles sont enseignées est complètement différente. La géométrie, par exemple, j'aime bien vous expliquer, la géométrie en Chine, par exemple, c'est du commentaire de figures. C'est de l'analyse de figures géométriques. C'est pas de la construction. En France, c'est très, entre guillemets, je connais pas les autres systèmes européens, mais c'est très français de prendre, je veux dire, c'est un compas. Jamais de la vie, dans les Chinois touchent un compas. Ah oui, d'accord. Ah non, comment? Là, il y a un angle droit, là, c'est parallèle. Voilà. Et puis ils sont tout ce qui est production en Chine par exemple, dire raconte tes vacances, je suis allé au parc Astérix. Non, c'est quelque chose c'est une violence pour un enfant asiatique. Mais en avant, c'est quelque chose quelque chose de il y a des élèves qui viennent d'Europe de l'Est qui n'ont pas un rapport comme ça avec les adultes. Ici il y a énormément de proximité, si tu peux voir, peut-être que tu peux le ressentir si parce que tu as déjà pris des classes dedans, tu as déjà pris des classes, voilà, oui, en stage, voilà. Oui. Il y a une forme de proximité que tu n'as pas dans une classe normale. Oui. Ça peut être déroutant pour certains élèves. Ça peut être déroutant pour certains élèves, parce qu'il n'y a pas de proximité avec les élèves. Il y a des élèves qui prennent ça pour un signe de faiblesse. Tu es un adulte, tu dois faire usage de moyens de coercition sur moi. Tu ne dois pas être cool avec moi, ça n'existe pas. Et lui ne va pas comprendre que tu dis non, je te donne, j'ai de la bienveillance. Mais non, c'est pas de la bienveillance, parce qu'il va être insécure par rapport à ça. Et ça aussi, il faut savoir le prendre en compte. Ne pas être uniquement dans le dos, alors qu'il y a des élèves qui vont tout typiquement trouver des stratégies d'évitement, de tricherie ou de ce genre de choses, parce qu'ils ne vont pas comprendre que notre système éducatif, voilà, nous on est basé sur la confiance et sur la bienveillance, on met l'enfant au centre. Bien sûr. Que eux, non, pourquoi tu ne me contrôles pas quand tu me demandes de faire un devoir? Moi je ne vais pas le faire, je vais tricher. Si tu ne me vérifies pas que je triche. Tu vois, et c'est les cultures scolaires, donc les disciplines, les cultures scolaires, et le côté aussi au niveau des supports, par exemple, je parlerai des... Ouais. Oui. Ah oui, c'est vrai, Fort. Il y a des matières où ça se justifie pas. Mais en français, si tu veux, quand tu fais du français de scolarisation, du français langue maternelle, on est aussi dans la diffusion d'une forme de culture, d'une forme culturelle. Forcément, et c'est tout à fait logique, puisqu'en France, on essaie de diffuser la culture, la culture française, globalement. Oui. Mais pour des enfants allophones qui viennent de pays très divers, il faut que tu trouves aussi, moi c'est un de mes objectifs,
mais il faut essayer de trouver aussi des supports qui puissent aussi représenter une forme de sas culturel, une forme de voilà, d'interculturel, de transition interculturelle par rapport à ce qu'on veut vivre en classe. Donc si tu veux, en histoire, on ne reprend pas tout le programme, mais j'aime bien utiliser moi, par exemple l'Empire romain, parce que si tu veux, là je vais travailler en histoire, je travaille sur l'Empire romain, c'est parce qu'en fait l'Empire romain, si tu veux, c'est une forme de patrimoine commun. Alors, par rapport à la langue latine, les racines latines de toutes les langues latines, ça part la Joao, toute l'Afrique du Nord, oui. C'est Amine, toute l'Afrique là-bas, tout ce qui est Syrie, Égypte, tout ça, tout ce qui est Roumanie, Turquie, ça parle à tout le monde. Bien sûr. Voilà. Ça paraît de voilà, l'Espagne, tout ça, c'est l'Empire romain, il y a un côté. Je crois on travaille sur commun. Il y a une forme de patrimoine commun sur lequel tu peux travailler ta vie pour comprendre que tout n'est pas cloisonné, tout ça, il y a toujours des échanges, et c'est jamais tout dans des cadres, tout ça, et que eux aussi se situent comme ça. Toi tu es comme ça, oui tu viens, mais il faut que tu comprennes qu'il y a des liens. C'est pas où toi comment dire, tu vas avoir un côté un peu binaire, on est en 1, 0, 1, 0, toi tu es étranger, tu es là. Non, personne n'est comme ça, ni celui qui est né ici ni là, non, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'échanges, il faut aussi que tu puisses le prendre en compte et l'assumer. C'est un peu ambitieux, c'est plutôt ambitieux, mais bon, moi globalement, je pense que moi, c'est une bonne technique d'approche. Je pense que c'est plus cohérent, oui. Tu vois, au niveau c'est plus cohérent de faire ça plutôt que par exemple, je pense que si je choisis un support, je ne sais pas si je parle de Clovis, effectivement, je sais que Clovis ils vont faire dans la classe. Oui, mais ça leur parle pas forcément. Alors donc du coup pour eux, il vaut mieux prendre un support qui leur parle, qui a vraiment un côté un peu universel. On travaille sur la géographie, on part du monde, et puis après on va vers la France. Et si tu veux, voilà, on a même parlé en littérature, on a même relié par rapport aux monstres, des différents folklore qui venaient aussi, on a relié ça. Joao, tu l'as, Amine, tu l'as ton cahier outil avec les textes? Donc voilà. C'est la langue des disciplines, là, si tu veux. On travaille, là, si on a l'histoire, la géographie, les sciences et les mathématiques, on travaille aussi sur le vocabulaire, le lexique et les situations qui sont rencontrées au niveau de la langue dans ces disciplines-là, pour qu'ils puissent suivre en classe. Je te montre ça en littérature, voilà, on avait ça. Ah oui. Voilà, on avait travaillé sur ces textes-là. On avait commencé à parler, on avait commencé par, voilà, un truc qui a été fait à l'oral, les fêtes dans le monde. D'accord. Et les élèves qui nous disent, je l'ai repris, après on a travaillé en lecture. Toute la famille se réunit, blablabla, dans laquelle. Après on a travaillé sur ce conte-là, un conte norvégien, ça permet de le situer où c'est la Norvège-Europe. Bon, dans ce conte-là, il y a des trolls. Les trolls, c'est dans la mythologie scandinave. Bah, tiens, la mythologie scandinave, c'est le plus grand, donc ça veut dire qu'il y a des monstres, ça vous fait penser à quoi d'autre comme monstre que vous connaissez, bah, après ça permet de discuter. Et puis après, je leur propose autre chose. Voilà, ça c'est voilà, l'oiseau roc dans le folklore oriental, ici en Mongolie, le Yéti, et ça en Afrique. Et la géographie. Baba Yaga en Russie, en Italie, ça c'est en Australie, ça je sais pas quoi, voilà, c'est un truc, super Yasmine, tu réponds à des questions. De faire des liens, en fait, pour qu'il y ait une cohérence entre voilà, ça leur parle. Ça leur parle et puis ça évoque, voilà, qu'il y a des liens. Et moi je travaille plutôt avec des contes aujourd'hui histoire, c'est parce que il y a ce qu'on appelle des universaux singuliers qui sont présents dans tous les contes du monde. C'est universel et ça parle en fait à tout le monde. Et j'essaye, après c'est pas évident, mais j'essaie de faire réfléchir les élèves sur le fait que on peut retrouver des situations à travers différents pays dans le monde, des choses qui n'ont rien à voir. L'année dernière on a travaillé sur il y a des contes du Pancha Tantra, les contes indiens. Oui. Un vieux recueil de contes qui a 3000 ans, un truc comme ça. Et des vieux contes kabyles d'Afrique du Nord. Il y a le chacal dans les deux groupes. Et le chacal a le même rôle. Hein. C'est le petit animal malin qui essaie de carotter tout le monde. Et il a le même rôle. Et ce rôle, c'est le rôle du renard dans les contes de Perrault. Bien, je dis, bah, tiens, ça a l'air fin d'autre. Il y a des similitudes, il y a des liens, c'est de comprendre que voilà, il se trouve dans une transition. C'est une transition qui vit culturellement, qui vit linguistiquement et qui permet de donner une cohérence à tout ça. Tu vois. Après, voilà, donc... Parce que parler de soi, ça valorise aussi les enfants. Tout à fait. C'est soi, mais aussi aller vers les autres, et puis aller vers d'autres encore, qui viennent d'autres pays. Ça favorise la vérité. Voilà, ça permet de les enrichir. Et également en grammaire, parce que là, du coup, là, dans la question, vous parlez de la manière dont je voyais mon travail. Oui. C'est la question suivante, mais tu peux... C'est une question super large. Oui, complètement. Et si tu veux, en grammaire, par exemple, j'essaye aussi... J'avais photographié ça parce que je savais que c'était intéressant. Je
sais que ça va être intéressant au moment ou à un autre. La manière de travailler en grammaire, si tu veux, c'est... travailler en grammaire, je te montre ça. Je te montre le tableau, tu vas me dire ce que tu en penses. Oui, Internet de toute façon. Oui. Ça, si tu veux, la manière dont on fait la grammaire, tu vois. Alors, si tu veux, là je travaillais sur le COD. J'ai commencé avec une phrase en français, tu vois. Le cochon construit une maison, travaille sur ta pièce. FR. En portugais, c'est Yasmine qui nous l'avait donné. Un cochon peut construire une case. En créole mauricien, c'est à gauche. The pig build a house. C'était un truc, c'était Hugo, mais il n'est pas là. Il vient des États-Unis. Manzil. C'était en arabe. Donc, grammaire, on essaie de partir des langues d'origine pour comparer déjà les différentes structures syntaxiques et donner justement aux élèves un regard plus affiné sur les langues étrangères. Et du coup, on travaille sur des objectifs de français de scolarisation au niveau du métalangage, COD, sujet, verbe, mais on essaie de le voir dans toutes les langues. On essaie de voir, tiens, en arabe par exemple, justement là, c'était intéressant, si tu regardes la flèche, on inverse, le verbe. Je dis, ouais, mais est-ce qu'on peut dire Yasna ou est-ce qu'on peut le dire? Mais bien sûr, j'ai déjà entendu ça en arabe, ça. Le verbe, on peut mettre en mode, oui, c'est vrai, on peut inverser. Mais est-ce qu'on peut le faire dans les autres langues? Non, on peut pas. Et que tiens, c'est bizarre. Dans les autres... Et là, typiquement, quand on travaille sur les compléments en grammaire, on travaille sur des compléments qu'on peut bouger ou supprimer. Et là, on travaille là-dessus parce qu'on essaie de travailler, donc voilà, toujours dans le côté interculturel, interlangue, et on travaille également sur l'observation réfléchie de la langue, leur apprendre à réfléchir et à théoriser, entre guillemets, enfin pas théoriser, mais avoir un regard sur la langue qui est distancié, un regard analytique sur la langue. Et utiliser leur langue d'origine, non seulement ça leur donne un statut d'expert, ce qui les valorise, mais en plus, ça leur donne un statut d'expert qui les valorise, mais en plus, ça leur permet justement d'affiner leur manière. Et je leur dis aussi que vous allez apprendre des langues étrangères au collège, et je suis sûr que ça va vous donner des pistes. Forcément. Et vous avez des trucs. Et je sais qu'en général, c'est le cas. Et donc, ça par contre, ça c'est pas de moi, je ne l'ai pas inventé, c'est Nathalie Auger qui parlait de comparons nos langues. Donc, Nathalie Auger j'ai dit Laurence Auger. Oui. C'est Nathalie Auger. D'accord. Elle est maître de conférence à l'université de Montpellier. Et qui avait lancé, et ça se fait beaucoup au Canada aussi. Oui, c'est bien parce que ça permet aussi de comparer sa langue à la langue française et de comprendre peut-être des choses qu'ils ont déjà vues. Ça, si tu veux, le regard analytique sur la langue, c'est aussi ce qui fait la différence pour des bons et des mauvais élèves natifs. Même ici en France, tu vois. C'est ce qui fait aussi la différence entre les deux. C'est avoir finalement un regard distancié sur la langue, un regard distancié sur l'erreur. Souvent un élève en difficulté, c'est bon, j'ai raté, il ne peut pas regarder son erreur parce qu'il ne veut pas il rentre pas. Non, il faut que tu puisses avoir un regard distancié sur ce que tu fais pour pouvoir l'analyser et l'améliorer. Et donc tout ça, ça y participe, tout ça, ça y contribue. Donc du coup, c'est cette manière de travailler, si tu veux, l'UPE2A nous a permis au niveau pédagogique, parce que forcément moi je suis un peu à la fin de la chaîne alimentaire, j'essaie un peu de faire rouler tout ça, mais bon. Mais globalement, c'est ce qui nous a permis de nous questionner pédagogiquement sur certaines questions et de nous positionner aussi pour y trouver des réponses, justement en profitant de ce qu'il y avait, donc toute la richesse. Ça fait un peu cliché de dire, mais bon, mais c'est vrai qu'il y a quand même une richesse. Oui, bien sûr. Mais pour essayer de pallier aussi à des difficultés qui sont réelles aussi. Et on essaie de profiter de ça. Et à terme, bon, après, c'est plutôt un peu au niveau universitaire, un peu ce qui me dit, c'est essayer d'avoir une éducation plurilingue où les langues étrangères seraient valorisées. C'est-à-dire que faire ce genre de séance, mais même dans une classe normale. Ça, si tu veux, si je restais plus longtemps dans cette école-là, j'essaierais de travailler avec mes collègues pour y arriver. Oui. Ça sera un objectif à terme, mais c'est compliqué, c'est pas évident, parce qu'on a certaines manières de travailler, et puis elles sont aussi respectables, elles sont aussi très bien. Mais il y a aussi une réflexion à porter par rapport à ça. Et l'autre axe, ça c'est purement au niveau de pédagogique dans la classe, mais il y a aussi une réflexion à porter sur toutes les questions d'inclusion, donc de communication, de communication et d'articulation avec la classe d'accueil, parce que je ne suis pas tout seul à travailler avec ces élèves-là. Il faut pouvoir responsabiliser les enseignants qui ont ces enfants-là, pouvoir leur donner des outils pour accueillir ces enfants-là, des outils pédagogiques, pouvoir leur fournir des pistes pour pouvoir différencier, et faire en sorte de les inclure dans des groupes de différenciation dans leur classe. Il y a aussi cette problématique-là. Bien sûr. Oui. Et tout ça va partir en fait à la base d'une évaluation de positionnement que donc le maître du PE2A en général effectue
On essaie de la faire en mathématiques, en français et aussi en langue d'origine. On a des outils pour évaluer les enfants en langue d'origine, pour pouvoir... Ah oui, c'est très important. Honnêtement, est-ce que je pourrais te montrer ça? Qui a fait, Ah oui, c'est celui dont tu parlais tout à l'heure. Nous, on a le corrigé en français, mais après, pas toutes les langues, il y a 15 langues, mais moi j'ai trouvé d'autres ressources sur Internet, ça te permet déjà de positionner un gamin. Tu sais déjà, tu veux, voilà, par exemple, est-ce qu'il est dans la compréhension? Nous, ici en France, on est beaucoup sur l'interprétation, la compréhension, l'implicite des textes, mais dans certains pays, non, lire, c'est réciter. On est de plus en plus dans l'explicitation des exercices avec ça. On est de plus en plus, justement, on essaie d'expliciter les exercices, on essaie de faire de l'école... oui. Oui, alors que c'était pas fait effectivement auparavant. Ouais. Voilà, mais c'est-à-dire que au niveau de la compréhension des textes, on est beaucoup dans l'interprétation et beaucoup dans l'interprétation dans ces choses-là, alors que certains pays non. On ne va jamais te poser des questions de compréhension sur un texte, ou on va te poser des QCM, ou on ne demandera pas vraiment d'investissement implicite. On va vraiment être sur des choses assez, des choses différentes. Moi, il y a certains pays, par exemple, où lire c'est réciter, écrire c'est recopier. Ah oui, d'accord. Ouais. Pas produire un écrit, je parlais des pays d'Asie, c'est quelque chose, c'est vraiment le prendre en compte. Et donc ça va permettre de positionner l'enfant au niveau d'un niveau scolaire, sa scolarité antérieure, au niveau de son rapport à l'écrit, tout de suite. On va aussi l'évaluer, justement, de l'évaluation initiale, et du coup on va proposer au niveau ça, merci la reprographie à Orly. Alors, du coup, il m'a beaucoup aidé avec ça. Alors, du coup, ça, c'est une évaluation initiale. Donc, du coup, là, ça, c'est une évaluation en français. Je peux voir à peu près, de l'oral, comment t'appelles-tu, quel âge as-tu. Là, du langage d'évocation avec tout ça, d'écrire les images. Et tout ça va me permettre de positionner l'élève sur un niveau de classe, d'avoir essayer d'interpréter toutes ces informations-là pour mettre l'élève à un niveau de classe N-1, soit dans sa classe d'âge, soit dans une classe inférieure, soit même deux classes inférieures s'il n'a jamais été scolarisé et qu'il était en cycle 3. D'accord. C'est prévu par la circulaire de 2000. Alors, ça, c'est un outil qui est pris en compte donc par l'enseignant de la classe, ou c'est toi qui utilises ce support? Ça, c'est moi, j'ai choisi ce support-là. Il y a beaucoup d'évaluations initiales, tu peux même faire là ta propre évaluation, c'est pas un problème, mais c'est à l'enseignant du PE2A. Le protocole, voilà, pour te dire qu'on avance en fait, c'est que l'UPE2A aujourd'hui, c'est... moi quand je suis arrivé dans cette école, par exemple, il n'y avait pas ce protocole-là. C'était la mairie qui nous envoyait les enfants. À partir du moment où ils voyaient qu'ils ne parlaient pas français, ils nous envoyaient ici. Sauf que la mairie ne sont pas compétents pour évaluer des enfants. Bien sûr. Donc là aujourd'hui, depuis que je suis arrivé, on a mis en place un protocole où l'enfant reste dans son école de secteur, je vais le voir, je t'ai pas parlé de la co-intervention. Le mercredi, il y a une co-intervention où je peux me déplacer dans d'autres écoles et où je peux aussi intervenir dans les classes de l'école. Et j'ai cette souplesse-là qui va me permettre, dans un temps, de pouvoir travailler avec mes collègues en co-intervention, donc pour aider les enfants et mettre à jour les outils d'aide, mettre à jour les progressions, et mettre à jour les outils d'aide, mettre à jour les pistes en fait, de différenciation dans la classe avec les enseignants, et aussi pouvoir en co-intervention aussi pouvoir aller d'autres écoles. Si par exemple on appelle par exemple Joliot Curie là-bas, tiens il y a un élève qui va parler français qui vient d'arriver, je viens, je l'évalue et on propose une solution. Parfois l'élève ne peut pas venir. D'accord. Parfois l'élève ne peut pas venir, il habite trop loin. Il ne peut pas venir, il y a une petite sœur dans la poussette, il ne peut pas venir. Voilà, bon, on met en place des solutions pour, voilà, cet enfant-là doit rester, on va essayer de faire ça, eu égard à l'évaluation, vous allez le garder, mais essayez de faire ça et ça, voilà. Et donc du coup, ça me permet d'avoir cette souplesse-là. Donc il y a aussi le travail dans la classe, et il y a aussi le côté, donc le positionnement qui est très important. Parce que tu sais qu'aujourd'hui les redoublements sont proscrits sauf rupture de la scolarité. Notre circulaire du PE2A nous permet par contre en amont, c'est-à-dire à l'arrivée de l'élève, d'anticiper N-1, N-2 et après d'avoir une culture scolaire. C'est pas plus mal, Mais c'est beaucoup mieux, mais c'est prévu, c'est beaucoup mieux, c'est tout à fait logique. Mais si tu veux, le niveau en mathématiques, le niveau en langue d'origine, et éventuellement le niveau en français te donne suffisamment de pistes pour permettre de positionner l'élève sur un niveau. Voilà. Donc oui, non, c'est bon. Après, les outils peuvent varier, mais voilà, les outils peuvent varier. Nous, voilà, on a un cahier outil qui commence un peu comme un cahier de français langue étrangère, avec beaucoup de vocabulaire sur des thèmes basiques du niveau A1 du CECRL, tu vois, parler de soi, les vêtements, la nourriture.
culture, tout ce qui parle de l'école, très important en premier, les lettres de l'alphabet. C'est un cahier qui va servir d'outil de référence, d'aide pour les élèves dans la classe du P2A, dans la vraie classe, Ouais. qui peut être aussi investi par les enseignants pour savoir, bah, tiens, prends ton cahier outil, tu sais pas, bah, tiens, regarde dans ton cahier outil. C'est mon but, c'est que ça soit vraiment un peu comme un manuel qui soit toujours utilisé, Oui. voilà, quand on en a toujours besoin, avec du vocabulaire, avec transversal, quoi. voilà, avec du vocabulaire donc sur des choses, la topologie, les consignes très importants, le corps humain, aussi en grammaire. Par contre, je ne veux pas se contenter de ça, tu vois, là, typiquement, on est dans le fleuve, français langue étrangère, c'est Oui, ça, oui. si tu veux. Il faut construire les phrases. Mais là, maintenant, c'est français, là, maintenant, on va dans le français de scolarisation, avec du métalangage pour trouver les verbes, la conjugaison, les tableaux, apprendre à conjuguer des verbes. Tout ça, on les met dans le cahier outil. On a aussi des leçons de grammaire, apprendre à lire une leçon. Apprendre à lire une leçon, savoir où est le titre, où sont les exemples, à quoi servent les exemples, qu'est-ce que ça illustre, qu'est-ce que ça veut dire. Apprendre à lire, tout ça, ils doivent l'apprendre. Et il y a beaucoup d'élèves aussi, même normaux, normaux entre guillemets, mais d'enfants natifs, qui doivent aussi apprendre à lire une leçon, parce qu'on a demandé qu'on ne sait pas. Puis après on passe aussi sur les mathématiques, la mathématique c'est la même chose, les 4 opérations, et surtout le vocabulaire des problèmes, qui est très, très compliqué. Les nombres en lettres, qui est très compliqué, tout le vocabulaire des problèmes. À chaque fois on a essayé de traduire, essayer de comprendre ce que veut dire chaque terme. Ça c'est un métalangage très particulier. Si vous venez consommer, par exemple, la voiture consomme 5 litres pour 100 km. Oui, ça va pas être facile à C'est pas du faire. tout, même un c'est pas enfant évident. consomme, ce que tu veux. Donc je veux dire, voilà, manger, tout ça, voilà, on essaie de comprendre. Et là, on met le signe qui va avec le mot inducteur, ôter moins, partager, diviser, payer moins, percevoir plus, voilà, tout ce genre de choses qui va leur permettre, qui va leur donner aussi de sciences de la SVT, donc pareil, toujours des choses assez basiques, mais vivant, non vivant. Donc je me mets d'accord en conseil de cycle avec mes collègues sur les domaines que j'aborde avec mes groupes. Et ensuite, après, voilà, la mesure du temps en histoire, on commence sur la mesure du temps, et puis après sur la prise historique, et puis après, apprendre à s'approprier un document historique, lire, décrire des images, ce genre de choses, lire des cartes, voilà. Et géographie, pareil, donc géographie, la tabulation, Oui, la séquence. Donc là, après, tu vas décrire une image. Je ne veux pas faire toute l'année ça, si tu veux, je ne fais pas le programme d'histoire, mais je travaille sur des trucs particuliers, en prenant en compte l'interculturel, et qui leur donne aussi des billes pour pouvoir suivre dans la classe. Mon but c'est pas de leur donner et leur faire le programme, non. Mon but c'est de leur donner des outils pour qu'ils puissent Poser les bases en fait. voilà, Ouais. ça c'est dans la langue des disciplines. Après pour le français, bon, c'est autre chose, c'est sûr. Donc voilà, ça, il y a ça, et puis il y a aussi le fait qu'on essaie de mutualiser au maximum les outils qui sont utilisés dans les classes et dans ma classe. Au maximum, je vois par exemple, là ils ont leur cahier du jour. C'est un travail que j'ai dû faire avec mes collègues pour qu'on puisse travailler avec le cahier du jour de la classe dans ma classe. De sorte à ce que je vois ce que tu fais, moi tu vois ce que je fais. Comme ça, il y a une forme de transparence, une forme d'échange aussi. Bah, tiens, regarde. Et voilà. Et ça, si tu veux, c'est parce que vous êtes deux. J'ai pas 20 heures les enfants, et j'en ai beaucoup. Il y en a 23 qui sont concernés par l'UPE déjà. Il y en a beaucoup justement. Oui. Ça dépend des années. Là, il n'y en a pas beaucoup. Mais si tu veux, il y a d'autres élèves qui ne sont pas concernés par l'UPE2A, mais qui viennent quand même, parce qu'ils ont des problèmes de langage, un peu, donc ils sont un peu moteurs dans ces groupes-là, que je prends aussi en plus. Donc, tu veux, il y a une forme d'émulation. C'est permis par le projet qui est mis en place, qui a été mis en place par moi et puis le directeur qui l'a porté au niveau de l'inspection. C'est-à-dire que moi j'ai été inspecté quand je suis venu dans cette école, l'inspecteur donc a validé mon travail, a entériné sur les bonnes pratiques entre guillemets que je comptais prendre, et donc il m'a donné carte blanche par rapport au fait d'aller dans d'autres écoles, parce que ça aussi ça se gagne, cette confiance-là elle se gagne, et si tu veux au bout d'un moment, c'est ce qui permet voilà, d'apporter quelque chose. Aujourd'hui en co-intervention, j'essaie de travailler avec des directeurs d'école, avec d'autres directeurs du réseau RAP+, par exemple au centre d'Orly, pour que justement cette évaluation-là puisse être menée par des enseignants qui sont des enseignants de là-bas. Il y a deux enseignants, une enseignante de la maternelle et une enseignante de l'autre école à Joliot-Curie, à Paul-Éluard, qui voulaient passer leur certification FLS. Donc du coup, je t'ai pas parlé au fait du parcours pour devenir informatique. Non. Je te reviendrai là-dessus. Elles sont venues en stage ici dans ma classe, et puis après elles l'ont obtenu toutes les deux. Donc c'est un échange de bons procédés, mais c'est aussi un maillage qui fait que voilà, on fait vivre le dispositif. Et c'est beaucoup, voilà, il y a une part non négligeable, mais très loin d'être négligeable de travail, qui consiste à communiquer. Communiquer comme je le fais avec toi, mais ça je dois le faire avec les directeurs, tout le monde soit au courant, tout le monde comprenne vers où je veux aller, n'est pas une forme de défiance par rapport à ça, parce qu'il y a vraiment, parfois, il y a des résistances,
On n'a pas les bonnes représentations par rapport à parfois on n'a pas des représentations un peu erronées par rapport à ces élèves-là. Et donc moi je suis là pour apporter, moi je suis là pour apporter, pour être un peu le pivot de tout ça, un peu le référent par rapport à tout ça. Et ça m'est permis parce que c'est une UPE2A fixe par contre. Si c'était une UPE2A mobile comme tu as peut-être à Vitry, il y a une UPE2A mobile, il y a la Curie là-bas dans le département, il y a des UPE2A qui bougent, c'est pas le même projet. Ils ne peuvent pas s'impliquer autant, voilà. Ils n'ont pas le temps c'est pas le même suivi, ils essaient de gérer l'urgence, c'est tout à leur honneur, il n'y a pas de problème. Mais si tu veux, voilà, ça m'est permis parce que justement c'est la nature du poste qui fait ça. Voilà. Je suis désolé, c'est vrai que moi je parle beaucoup. Non, il n'y a pas de souci. Pour la question 2, on a mis 1 heure. Ouais, en plus il y en a plein, mais c'est pas grave parce que tu as déjà répondu un petit peu aux autres questions sans me voir. C'est bon, activité par rapport à la coach, Pouvez-vous me décrire une séance d'apprentissage en classe entière? Je t'ai expliqué un peu ça. Des séances d'apprentissage en fonction des besoins des élèves. Oui, je t'ai dit par rapport à ça, forcément. Et c'est conditionné par rapport à l'outil de positionnement de base. Si tu veux, je vais te montrer ça. À partir de mon outil de positionnement, je travaille à une forme de PPRE. Un PPRE, c'est un programme, programme personnalisé de réussite éducative. Et si tu veux, à chaque fois, dès que je le vois, je me mets d'accord, je cale un temps avec l'enseignant de l'élève, tu vois, Mohamed Ami. Et ici, tu vois, à chaque fois, j'essaye de... je rédige, ça c'est un outil que j'ai rédigé, donc on rédige dans cette école, pouvoir agir en transparence en fonction des périodes, tu vois. Alors, on dit, voilà, ok, là on fixe l'objectif à l'année. En fin d'année, objectif finaux du PPRE. Production orale, il faut qu'il sache ça. Écrit, oral ça. Écrit ça, mathématiques, ça. En période 1, voilà ce programme. Voilà. Et on le partage. Alors, moi je dis, je fais ça, toi tu fais ça, moi on fait ça, ok, on sait où on en est. Et on fait des points réguliers. Du coup, tu vois, je ne fais pas à jour. Mais du coup, on essaie. Voilà. Je laisse tomber. Et ici, à chaque fois, je dis ici, est-ce que j'ai fait quoi intervention? Est-ce que je suis venu dans ta classe? Est-ce que tu as mis en place un tutorat? Qu'est-ce que tu as mis en place comme outil de non-classe? Est-ce que tu l'as mis, est-ce que tu as mis la PC? Voilà. Exactement. Et du coup, ça c'est un outil qui va nous permettre de travailler comme ça. D'accord. Mais ça là, bon après, je sais pas comment on travaille dans notre école, mais nous on a mis ça, j'ai mis ça en place depuis cette année. C'est pas mal, c'est une sorte de mini-programme. Voilà, c'est un mini-programme parce que souvent tu as des je sais plus où on en est, je sais pas ce qu'il sait faire. Je dis non, on se met d'accord sur ça, on fait des points réguliers, il a progressé, il a pas réussi. Ok. C'est vrai que l'État ne met pas en place de programme spécifique pour. Non, c'est à la discrétion des écoles. Ouais. Tout dépend vraiment des personnes avec qui tu peux travailler, tu peux pas travailler, ça dépend vraiment. D'accord. Alors, séance d'apprentissage en fonction des besoins. Donc là, ça c'est vraiment en fonction des besoins. C'est personnalisé. Alors, quels sont les objectifs principaux des élèves de ta portugais? Je te dis français de scolarisation. Alors, tu as la langue des disciplines, l'étude de la langue. Très important, le rentrer dans le métal. Je te montrais quand je te montrais avec le COD, tout ça. Oui. Tu as la langue des disciplines, histoire, c'est pas du français, hein, mais il y a du français dedans. Bien sûr. Les maths, l'histoire, la géo, la science, il y a du français partout. Bien sûr, de la langue, la grammaire, et bien sûr la lecture et l'oral. C'est ça les domaines. Rapport différent que les élèves en difficulté. Je te dis, effectivement, on a une plus grande proximité avec les élèves. Justement. Plus grande proximité avec les élèves. Donc les outils, on en a parlé. Outils particuliers, je t'ai dit, outils, on a aussi, attends. Tu vois, tu as le PPRE, le cahier outil. Alors c'est un support de lecture que j'utilise, c'est pas forcément moi qui l'ai fait. Ça c'est un cahier, ça ressemble un peu à un cahier de son CP, sauf qu'il y a des petites différences. Alors, ici j'ai mis une petite case dans une autre langue que je l'écris. Les enfants, voilà. Il vient de faire un cahier de son, voilà. Le son U, s'il existe, ils peuvent l'écrire là. Il n'existe pas, comme c'est comme chez ça. Bon, alors, la EBS, bon, ça, elle n'avait pas appris, mais le son U, elle ne le connaissait pas. Donc, si tu veux. Elle est rome. Si tu veux, voilà, en arabe, le son Ra, oui, le son Ra, il existe, non, le Ra, il existe en arabe. Le son Ra, il existe en arabe. Là, si tu veux, mais par contre, il n'y a pas le... Tu peux aussi, là encore une fois, tu peux aussi redire, oui, il y a le son Re, mais c'est pas le R. Il y a aussi le R roulé, qui existe par contre en portugais, qui existe par contre en espagnol. Et c'est pas la même lettre du coup en arabe. Voilà, il y a des sons qui existent, des sons qui n'existent pas. Le P, il n'existe pas, donc on va le transférer par B en arabe, tu vois. Mais bon. Et si tu veux, voilà, on travaille là-dessus, et puis ça reste un support de lecture, et je rajoute de nouveaux mots, bien sûr, parce que si ces mots-là, effectivement, il y a des mots que tu ne comprends pas, tu peux rajouter aussi des mots que tu veux. La piscine, tu vas à la piscine, typiquement, tu peux rajouter la piscine. Ça aussi, voilà, c'est à la reprographie en ligne, donc ça a mis de faire ce cahier de son, et c'est avec des syllabes, des petites phrases, des petites choses comme ça, qui permet aussi de travailler en lecture.
Et aussi, c'est un outil qui parle beaucoup aux enseignants. Ouais. Tu vois, un cahier de son, c'est quelque chose qui est utilisé en CP, en C20. Donc il y a le son de phonologie. Oui, oui, c'est de la phono. Et typiquement, ça voilà, tu peux dire, tu sais pas quoi faire, prends ton cahier de son. Vous y allez, bonnes vacances. Merci. Donc voilà. Donc du coup, ils peuvent aussi l'écrire dans une autre langue et rajouter des mots comme ça pour qu'il y ait un côté évolutif. On l'a pas fait parce que ça, elle est en CP. Donc, du coup, on va pas trop rajouter. Mais globalement, le but, c'est d'aller vers le faire vivre un peu plus. D'accord. Voilà. Rapport différent, outils particuliers, outils recommandés par type Cazenave, oui, bien sûr. Il y a aussi le livret d'évaluation. Il y a le livret d'évaluation. Maintenant, on passe au livret scolaire. Livret unique. Ouais, livret unique, ouais. On peut rentrer des compétences du PO2A dedans. Ah d'accord. C'est qu'on peut remplir nous-mêmes de compétences. Donc, je peux rajouter des compétences du PO2A. Avez-vous des contacts avec des institutions spécialisées pour l'accueil des élèves à l'école? Alors, les institutions spécialisées, bon, on a le CASNA, il y a aussi... Il y a la mairie aussi. Il y a la mairie, il y a le PRE. Il y a le PRE à la mairie. Il y a aussi, on a essayé de mettre en place aussi dans l'école un atelier, des ateliers sociolinguistiques au PRE, mais ça n'a pas eu trop d'écho des parents. Les parents avaient un peu de réticence à s'inscrire. On a essayé de relancer ça. C'est compliqué. C'est compliqué pour certains parfois de franchir la porte de l'école. Au revoir Ayouch, bonnes vacances. Il faut y aller là, hein. Ils sont tout le monde est dans la cour. Bonnes vacances, père. Bonnes vacances. Vous avez votre travail, vous l'avez mis où? Sur le bureau? Le crayon. Tu le ramasse-le à mine, mets-le sur mon bureau s'il te plaît. Prends-le à mine, pas de souci. Donc en fait, Raison de nature différente, on en a déjà parlé. Contact avec sur alors tu as le PRE, on voulait ouvrir des ateliers sociolinguistiques. On a aussi éventuellement tu as les missions locales, ce genre de choses et tout. Mais ça dépend vraiment des. C'est vraiment au niveau. Au revoir Ami. Ça dépend vraiment c'est vraiment des municipalités. C'est plus au niveau des municipalités. Alors, pensez-vous avoir des relations différentes de celles des professeurs de classe ordinaire avec les intervenants de l'école? type psychologue par exemple, après je ne connais pas forcément le passé de chacun des élèves, mais je te dirais que ça se joue beaucoup au niveau des... La différence c'est que tu peux avoir un point commun avec eux dans la mesure où tu es amené à travailler avec des personnels très divers et tu es souvent confronté quelque part à la difficulté. Et donc quelque part effectivement tu es censé avoir des rapports avec les membres du RASET et aussi les membres du RASET et les psychologues scolaires, parce qu'effectivement je croise beaucoup en équipe éducative. C'est beaucoup des élèves qui ont forcément des vécus un peu difficiles ou non, pas du tout? Pas toujours, mais pas toujours, mais c'est quand même des prises en charge particulières. Et bien sûr, il y a beaucoup de paramètres qui font que c'est pas facile. C'est pas quelque chose de naturel. Il y a une forme de quelque chose de traumatique dans le fait de quitter pas traumatique, vraiment au sens de traumatisme psychologique, mais traumatique dans le sens de choc. Oui, choc vraiment choc physique, quoi. Oui. Parfois ça casse. Donc forcément il y a des petites choses de ce genre-là. Alors rapport à l'enfant envers son professeur, comment vous perçoit-il? Oui. Alors qu'est-ce que tu en penses? En général on a plutôt une bonne relation et puis après il faut apprendre. Moi je te dirais que il faut savoir au moment où l'enfant est très à l'aise, ces enfants-là qui sont très à l'aise, je sais qu'il y en a certains. Il y en a certains qui doivent être intégrés en classe normale, parce qu'ils sont trop à l'aise là. Tu vois ce que je veux dire? Ça y est. À partir du moment où tu commences un peu à être un peu dans le plaisir, un peu dans la rencontre, dans l'échange, parce que vous avez noué quelque chose, tu sais aussi que c'est le moment où c'est la fin de la prise en charge. Donc c'est plutôt l'inclusion qui fait ça, un peu la frustration. Mais bon après, si tu veux, ce qui fait plaisir, c'est de voir aussi souvent des élèves qui retournent du coup dans leurs écoles de secteur, parfois, qui sont parfois un peu plus loin, et qui sont... que tu revois comme ça, tu vois bien intégré. Oui, c'est ça. Dont on ne voit même pas parfois qu'ils ont eu c'est une fierté personnelle. Oui, c'est une fierté, donc on est content, quoi. Alors, faut-il tenir compte de la situation économique des élèves? Effectivement. Alors, si tu veux, pour moi, à titre personnel, je ne pense pas que la misère ou les difficultés sociales soient corrélées forcément avec la difficulté. C'est pas parce qu'on est démuni au niveau des ressources matérielles. Ils ont tout un lien dans toute la... tous les sociologues, etc. Oui, après, justement, ça m'intéresse parce que je suis super du contraire aussi. Oui, non. Surtout pas ici, vraiment pas.
Il y a vraiment quelque chose d'assez, bon, après moi c'est ça, quelque chose d'assez malsain dans le fait de toujours se positionner d'une forme de victime de la vie. Pour moi ça me pose problème, mais ça c'est personnel. Mais globalement je vois pas ça de la même manière. Je te parlais de la fille de médecin ukrainien, ouais, c'est plus facile pour elle. Mais j'ai pas compris, pardon. Je te parlais de la fille du médecin ukrainien, Oui. c'est facile pour elle, même si elle parle pas un mot de français. Je ne m'inquiète pas parce que bien sûr, je sais Alors, qu'elle va qu'est-ce qui cartonner fait- au bout d'un moment. Qu'est-ce qui fait que justement... Ce qui fait, il y a plusieurs, je sais que le rapport à la culture, le rapport à l'écrit, le rapport à la rationalité. Si tu veux, le rapport à la rationalité, c'est-à-dire que la vision du monde global, si tu veux, la vision du monde de quelqu'un d'un aborigène d'Australie, c'est pas du tout le même repérage dans l'espace et dans le temps c'est des choses qui sont forgées anthropologiquement depuis des siècles et des siècles. Ouais. Et si tu veux, c'est pas du tout la même chose. Et ça, bien sûr, effectivement, c'est pas forcément que des questions, il y a des enfants qui sont recueillis dans une forme de réseau social, d'amis, de cousins, et qui ont finalement, même si c'est des migrants, c'est quand même un mode de vie plutôt agréable, et puis même finalement arriver à voir la famille avec des parents qui travaillent et tout. Et parfois, s'ils ne réussissent pas, c'est uniquement parce que effectivement c'est la chose scolaire, qui est quelque chose de particulier, qui n'est pas investi de la manière la plus pertinente. Tu vois, c'est pas toujours, c'est pas parce que, effectivement, alors que j'ai connu des enfants à l'Étrie, ils étaient à l'hôtel Formule 1, l'Étrie, ils allaient à l'école. Ils étaient enfermés toute la journée et ils vivaient à l'hôtel. Et il y avait des gamins excellents. Il y avait certains, je me rappelle d'une gamine qui était excellente. Parce que oui, la gamine, effectivement, elle avait un autre rapport à l'école. Sa mère, effectivement, c'était quelqu'un d'instruit, qui parlait plusieurs langues, qui était venu en France par la force des choses et qui avait vraiment une vie, mais qui, effectivement, avait beaucoup de repères scolaires. Beaucoup de repères par rapport à la réussite scolaire, beaucoup de repères par... La maman d'Amine, par exemple, elle a fait des études de droit. Elle a un très bon niveau en français. Et je sais très bien qu'effectivement, elle sait ce que c'est travailler et réussir avec ça. Elle sait ce que c'est. Elle a des représentations par rapport à ça et elle peut les projeter sur ses enfants, sur lui et sa soeur que j'avais. Bien sûr, ouais. Et donc c'est ça qui va faire, c'est ça qui va justement créer les conditions. Moi, en aucun cas, le fait que pas plus qu'elle n'excuse les mauvais comportements, elle ne conditionne pas non plus l'échec. Maintenant, elle peut y être corrélée pour d'autres raisons, Oui. mais elle ne peut pas être unique. Parce qu'on veut pas, elle aurait bon dos à ce moment-là. On ne peut pas toujours tout excuser pour des raisons sociales. Je suis d'accord. Mais du coup, comment est-ce que tu expliquerais un enfant, par exemple, dont les parents sont tous les deux analphabètes et qui réussit parfaitement à l'école et qui fait de très très grandes études, alors que lui n'a pas été Qu'est-ce que ses parents projettent sur l'école? Est-ce que ses parents, certes, ne comprenaient pas le cahier de texte ni devoir, mais qui sont dit à l'école, c'est ultra important. L'école, tu dois être à l'heure. L'école, tu dois faire tes devoirs. L'école, tu dois obéir. L'école, c'est quelque chose de sacré, c'est un sanctuaire. Si les parents projetaient ça, déjà, on a déjà fait 50% du travail. Si tu te retrouves avec des parents qui ont déjà un problème eux-mêmes avec l'institution, avec la représentation de l'État, avec l'école, un vécu scolaire, des excuses, peut-être que c'était des... C'est-à-dire que si on est dans un contexte, parce que moi, après je sais pas, toi t'es né en quelle année? 81. La génération, je suis né en 82. Moi, à mon époque, c'est-à-dire que c'était des gens que les parents étaient immigrés. Et je pense que finalement, que je me retrouvais dans une chose là, je me dis, je l'ai pas fait exprès, mais je me dis, oh, je retrouve là, je sais pas pourquoi. Mais bon, bref. Et que les parents se retrouvent là, effectivement, oui, c'était des parents immigrés. Oui, ils avaient le bagage qu'ils avaient, mais effectivement, ils pouvaient pas me suivre, ils n'ont pas suivi toute ma scolarité. Ils ont pu suivre jusqu'à un moment, et puis après, mais les devoirs, mais le suivi, mais le sérieux, mais l'application. Et ça, on n'a pas besoin d'avoir fait ça. Tout dépend. Alors qu'effectivement ici on a des gens qui sont de deuxième, troisième génération, qui sont grandis ici, qui avaient un rapport compliqué avec l'école, parce que ça s'est pas bien passé au collège justement, qui restent dans leur secteur, qui renvoient l'enfant dans le même collège, avec lequel ils avaient eu des problèmes. Qu'est-ce qu'ils construisent eux? Et qui eux-mêmes ne sont pas dans une socialisation, ils ne sont pas dans une insertion sociale, ils ne sont pas dans une ascension sociale. C'est compliqué. On a des gens qui ne parlent pas du tout le même langage. Pas du tout le même langage, on n'est pas du tout dans la codification. Donc oui, c'est plus dans le langage en fait que les parents vont tenir qui a vraiment un impact sur la réussite. La manière dont ils positionnent l'école, pour moi, c'est primordial. Ouais. La manière dont ils positionnent l'école, la confiance qu'ils peuvent accorder. Maintenant, l'école aussi a son rôle à jouer là-dedans. Bien sûr. Je ne dis pas que nous, tout ce qu'on fait, c'est parfait. On peut aussi se tromper, on peut aussi avoir des préjugés, des mauvaises représentations. Mais
ça. Ah, Moustapha Bonjour. Mais en fait, il en est utilisation. Ok, super. Ah, écoute, écoute, y a pas de souci, mais juste tu me retournes le cadre avec ta certification, c'est ça? Alors du coup, Parce que pour tu faire viens... la certification, il faut pas offrir un ordinateur à septembre. Oui, oui. Et on n'est pas clair, c'est pas ça. Il y aurait eu moyen que tu puisses te débrouiller, mais bon, c'était peut-être compliqué à ce Et moment-là. puis j'ai vu qu'on devait 3 ans si on avait la certification. On doit 3 ans de poste, enfin de fonction, en tout cas. Non, c'est pas comme le cas par FH. Bah, c'est ce que j'ai vu. Je me suis renseignée, je t'assure. Et du coup, comme j'ai jamais fait ça, je ne voulais pas m'engager sur 3 ans, parce que ça me plaît pas, tu vois. Je vois ce que tu veux dire. Alors du coup, là, tu viens le vendredi 31 mars, Bah oui, juste mais avant parce les que vacances. c'est à 14h30. Oui, je comprends. C'est la fête. Bah écoute, voilà, ça c'est, je te présente Najat, parce que j'avais ça c'est Najat. Je te présente Najat qui est en master 1 à l'ESP et elle fait un mémoire sur les élèves allophones. Et donc du coup, Moustapha il a invité pour qu'elle fasse un petit entretien. Et là, on devrait bientôt. Oui. Oui, on a vu la plupart des thématiques. Ça devrait être bon. Oui. Moi du coup, donc les élèves que je prends là, ils sont un peu dispatchés parce qu'il y a l'évité le carnaval, parce que tu voulais, tu as dû voir les costumes dans l'école. 2, 3. Voilà, Donc, donc- il y a 3 Français. Mais les autres, je sais pas les Donc aujourd'hui c'est un peu la fête. Donc voilà, bah écoute, il n'y a pas de souci. Non, il n'y a pas de souci. Non, mais si tu veux, tu peux te joindre à nous, il n'y a pas de souci. Je suis sûr qu'il y a des trucs intéressants. Donc, c'est plus ça le dépend de la rapport à manière- l'école des parents. le rapport à l'école, leur vécu scolaire. La manière dont ils le positionnent et leur vécu scolaire aussi. D'accord. Ça joue énormément. Après, c'était donc avec lui-même, donc est-ce qu'il assume sa langue maternelle? Est-ce qu'il n'y a pas des discriminations faites les uns envers Est-ce que les dans autres? le livre de Cécile Gay, est-ce que tu as vu au moment où elle parle de conflit de loyauté? Non, parce que je me suis concentrée sur un seul chapitre, parce que j'ai... Alors, le conflit de loyauté, il peut arriver qu'il y ait des élèves qui refusent, en fait, qui s'enferment un peu dans le mutisme. Et parce que justement, voilà, ils peuvent avoir honte de leur langue, ils peuvent aussi considérer que c'est intime de parler de leur langue, que c'est intime de parler, c'est trop intime, c'est quelque chose d'intime qui est réservé au cadre familial. Et si tu veux, dans les séances que je t'ai montré tout à l'heure de comparons nos langues, il y a des élèves, il y a Taïmia par exemple dans ma classe, c'est pas elle qui m'a fait la phrase en arabe, alors qu'elle maîtrise très bien l'arabe, mais pour elle, elle n'a pas envie d'en parler du maître, je sais pas, je m'en rappelle plus, elle me fait toujours des trucs comme ça, alors que je sais très bien alors qu'elle a du mal. C'est difficile, si tu veux, c'est pas tout à fait vraiment d'assumer à 100%, parce que de fait, elle l'assume quoi qu'il arrive, mais c'est que le fait de vouloir, la démarche de vouloir le partager avec les autres, ça peut aussi relever d'une forme d'intimité, et qui fait que effectivement c'est parfois un peu difficile à exploiter. Et donc du coup tu peux te retrouver dans des situations de taille. Et inversement, tu as d'autres enfants qui vont te parler, c'est-à-dire qui vont essayer de communiquer avec toi dans leur langue d'origine. J'ai une petite en CP qui s'appelle Sounious, dès le début de l'année elle ne parlait que arabe, elle me parle que en arabe. Mais elle essaie de me communiquer. Très rapidement elle a appris à parler français, parce qu'elle était déjà dans une forme de communication, avec toi une fordonc d'interaction. Elle a très rapidement appris à parler. Une phase où il mélange aussi. Oui, une phase aussi. Interlangue. Oui, interlangue, voilà. Ouais. Et tout dépend aussi de la démarche. Après, il y a aussi il y a tout le côté traumatique aussi qui peut jouer. Il y a tout le côté traumatique qui fait que l'enfant peut rester un peu mythique, et qui peut aussi, il y a aussi le côté culturel de s'adresser à un adulte. C'est-à-dire qu'il y a des sociétés qui sont très hiérarchisées, et c'est très compliqué pour un enfant de parler avec un adulte. Bon, il peut parler avec un père, mais t'adresser à ton N+1, tu vas citer une entreprise. Oui, c'est ça, c'est hiérarchique quoi. Non. Et lui te parle, toi tu baisses les yeux, et c'est pas toi qui l'interprète, ça n'existe pas. Donc du coup, ça aussi peut jouer. Donc la manière, alors nous, tout au long de l'entretien, moi, si tu veux, j'ai essayé de faire en sorte, j'essaie de faire en sorte à ce que justement tout ce côté interculturel et interlinguistique soit valorisé. Oui. Alors la mayonnaise peut prendre, la plupart du temps, dans la plupart des cas ça prend, mais ça peut aussi bloquer. Bien sûr. Mais voilà, c'est pas quelque chose qui se fait de manière systématique. Mais du coup, voilà, l'UPE2A, en tout cas tel qu'elle est construite, c'est aussi un espace où on peut parler de sa langue. Contrairement justement... D'accord, mais il n'y a pas de discrimination entre les élèves, par exemple des moqueries, s'il y en a un qui parle une langue... Forcément, et puis ils sont experts dans leur langue. Ils sont experts dans leur propre langue. Et puis deuxième point, par contre, l'écueil qu'il peut y avoir par rapport à ça,
c'est que si tu te retrouves avec plusieurs élèves qui parlent la même langue, ils peuvent rester entre eux, Ah oui. et là, effectivement, tu peux avoir des soucis. Alors, dans un premier temps, ça peut être bien pour que l'enfant soit sécure, Oui, mais par la suite, tu vas sentir tout de suite que les progrès vont moins se faire parce qu'ils vont rester un peu entre eux, ça va être compliqué par la On va en suite. récréation. Ils vont rentrer ensemble. Il y a un bon signe d'intégration, bah là, du coup, tu avais une question sur l'intégration. Oui. Un bon signe d'intégration des classes, c'est quand tu vois que les élèves du P2A ne jouent plus ensemble. D'accord, ils jouent avec les autres classes. Voilà, ici, en moins, ils jouent tous ensemble. Ah, oui, Tu vois, donc là, c'est une réussite, tu vois. Alors qu'en général, souvent, ce qui est arrivé, bah, je me rappelle, Surtout en clean, ouais, à l'époque, en clean, c'était assez simple. Et ils jouent ensemble, quoi. Et puis ça Ils fait, créent une deuxième Oui, famille voilà. en fait C'est ça, à ça fait l'école. un peu, Même ça- si c'était pas du même pays ou même du même continent, mais ça ils crée se un sentaient deuxième un peu cocon. proches, ouais. Ils avaient des connexions. voilà. Et donc du coup voilà, et c'est quelque chose qu'il faut pouvoir gérer. Même au niveau du tutorat. J'ai parlé du tutorat, par exemple j'avais mis en tutorat, il y avait une petite élève, une élève ukrainienne dans ma classe, qui mis en tutorat avec une élève qui est d'origine, donc c'est la langue ici. Ouais. Il parle moldave, mais le russe était à l'époque du bloc soviétique, c'était vraiment la langue officielle, et donc il y a beaucoup, ils sont beaucoup dans ils sont très influencés par cette culture-là, et donc ils maîtrisent tous le russe quasiment. Et donc ils parlent communiquer entre eux en russe. Et au début c'est bien, parce qu'effectivement Oui. ils se sentent bien dans l'école, mais le problème c'est qu'à terme, voilà, Ça elle va reste un changer. peu en truc, et il faut un peu casser un peu ça de temps en temps. Et comment vous le faites justement? Bah on change de tuteur. D'accord. Tutorat, bah voilà, tutorat, je t'ai pas montré le document par rapport au tutorat, ça se fait un peu sur la base du volontariat, puis tu peux le faire évoluer. Je parlais je l'avais mis, je t'avais montré dans le PPRE, le PPRE, De Amine. Ouais, Ouais. il y avait écrit tutorat. Oui, oui, oui. Voilà. Oui, tout Donc à là, fait. tu peux changer les tuteurs à chaque fois au niveau de la page. D'accord. Et donc après, c'est tout ce qui est relation parents. Donc savoir... Quelle est l'image Ah, qu'on pardon. parle d'élèves sur sa langue? Ouais, c'est à la fois de mon d'accord. Si des relations parents-professeurs avec les parents d'élèves allophones. Donc voilà, est-ce qu'il y a des barrages de langue? Est-ce qu'ils sont impliqués? Ça par contre c'est plus compliqué. Ouais. Ça par contre c'est plus difficile. Alors on voit aussi, bon, ça n'a pas trop bien marché, ça n'a pas très bien marché parce que souvent souvent ils sont dans des problématiques de survie entre guillemets. C'est-à-dire qu'ils viennent d'arriver, bon, ils doivent chercher le logement, manger, Je sais qu'il y, voilà. et Et donc, donc, il y en a beaucoup qui accaparaient la maîtresse pour les documents administratifs. Ah oui. des trucs comme ça. oui, oui. Ouais, ça devient du tuto. Voilà, l'assistante d'assistante Ouais. sociale. Et donc du coup, ils étaient beaucoup dans ces relations-là. Et ils sont pas trop avec les autres. Parce qu'aussi, il y a une forme de, effectivement, il y a une forme de, il y a pas, Un écran. même, il y a même, et puis de toute façon, il y a même des parents d'enfants natifs ici qui sont pas intégrés dans le Tout à fait. sociogramme globalement des parents de l'école, qui vont chercher leurs enfants et qui s'en vont. Pour eux, c'est doublement compliqué parce qu'ils ont ces problématiques-là à gérer. Et en plus, voilà, ils ont ces problématiques aussi, voilà, au niveau de, Et qui peuvent se sentir encore plus impliqués justement par la réussite de leurs enfants. Voilà. S'ils ont ce rapport à l'école, c'est toujours la même chose. Donc ça voilà, dépend et des ils ont ce rapports. rapport à l'école. Et puis, bon, après, il y a d'autres choses qui jouent. Par exemple, effectivement, une maman algérienne, une famille algérienne qui vient ici à Orly, franchement, j'ai envie de te dire, elle n'est pas super dépaysée. Oui, oui. Pas super dépaysée. Par contre, Giancarlo, qui est en 16 ans, il vient de Colombie. Et Ouais. pour un Sud-Américain venir ici à Orly, Se retrouver, En plein hiver, des fois. Ouais. il est arrivé au mois de janvier, au mois de février l'année dernière. C'est très compliqué. Ouais. Surtout qu'ils sont très. C'est-à-dire que c'est difficile. Même les Sud-Américains ici à Paris, ils ont leurs endroits à eux. C'est vraiment une petite très communauté. familial, très communautaire. Tu viens à Orly, bon, voilà, t'es pas. Au C'est Maghreb. compliqué. Si tu veux, voilà, c'est plus facile si tu viens d'Afrique subsaharienne ou du Maghreb que si tu viens de Colombie. Là, tu vas vraiment, tu peux sentir une forme de. Je sais pas comment ils disent les Brésiliens, saudade, les Brésiliens, saudade, tu vois ce que c'est? Ouais, ça, Genre la c'est mélancolie, la la mélancolie. nostalgie, Ah oui, tu vois, d'accord, genre, ouais. tu vois, souvent les Sud-Américains sont comme les Cubains aussi sont un peu comme ça, sont une forme de mélancolie, de nostalgie du pays, tu vois, comme ça. Et eux ils sont beaucoup là-dedans, parce que c'est super, c'est un autre monde quoi, l'Amérique du ça, Sud, c'est tu vois, certain, c'est ça. vraiment, Ouais. c'est vraiment très très loin quoi. Et donc du coup, voilà, ça va se jouer, c'est aussi des facteurs qui vont jouer. D'accord. Et donc, Leur voilà. perspective aussi future. Est-ce qu'ils sont là pour rester? Est-ce qu'ils se pensent Oui, est-ce que le produit de leur transit, Voilà, qui vont dans un autre exactement. pays. Tout dépend aussi de leur situation, c'est vrai. Ouais. Alors, parents professeurs, ok. Réunion avec les parents autour des besoins de leurs enfants. On organise des équipes éducatives et des rendez-vous. D'accord. À votre C'est pas les initiative ou c'est l'initiative des parents? Ça peut être sur l'initiative des parents s'ils maîtrisent assez bien la langue, mais c'est surtout notre initiative. Et c'est pour pouvoir faire le point. Et puis, On va parler des besoins, des difficultés ou de tout. en cas d'équipe éducative, c'est sûr, mais pour ne serait-ce que pour parler des résultats. Mais il y a une demande à ce niveau-là, c'est des parents. C'est-à-dire qu'ils ont les mêmes droits que les autres parents. Oui, bien sûr. Ils peuvent s'inscrire aux élections de parents d'élèves, participer au conseil d'école. Normalement, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Mais en tout cas, c'est des réunions individuelles. Enfin, c'est pas des réunions vraiment que Oui, pour oui. les parents d'élèves allophones ou
Non, c'est pas ça. Si on reçoit C'est tous les vraiment parents. des rendez-vous individuels. D'accord. Ok. Donc là, c'était pas... Ouais, c'est la même chose. C'est ça. Et justement, les conseils, les informations qui leur sont données lors de ces réunions éventuellement par rapport aux élèves allophones. Alors, par rapport à l'aide aux devoirs, souvent on leur conseille de rester à l'étude s'ils n'ont pas les conditions de travail. Mais on sait bien qu'ils restent à l'étude. D'accord. S'inscrire au centre de loisirs s'il a une difficulté en langue, s'inscrire au sport, s'inscrire à la bibliothèque, s'inscrire dans Mettre vraiment en immersion totale avec la langue. D'accord. L'inscrire à la cantine. Ce genre de conseils là, c'est Ah oui, il y a aussi le rapport à la nourriture. Rapport à la nourriture, oui, ça aussi, ça peut être Oui, c'est sûr. Oui, c'est vrai que c'est trop fascinant. Voilà, et donc inscrire à la bibliothèque. D'accord. Aussi pour certains parents, même pour des enfants colombiens dont je parlais, les parents, c'est-à-dire qu'ils avaient quand même la manière dont ils positionnent aussi leur culture d'origine. C'est-à-dire qu'ils sont très attachés. Nous, bien sûr, on veut qu'ils réussissent, mais on est quand même très attachés. On n'a pas envie qu'ils perdent l'espagnol, on n'a pas envie qu'ils oublient son pays. Il y a moyen de faire. À la bibliothèque, vous pouvez emporter des histoires bilingues. Vous pouvez demander de lire une histoire en français ensuite qu'il la traduise en espagnol, ou lire une histoire en espagnol et qu'il vous la traduise en français. Il y a aussi la maman qui parle pas encore. Voilà, toujours faire ce lien-là et faire vivre en fait ce lien-là, mettre en avant en fait la porosité en fait des frontières, surtout quand on est sur des langues, des cultures latines, on peut vraiment avancer à ce niveau-là. Et il y a pas mal d'études qui ont été faites sur des enfants qui apprenaient à lire dans les deux langues, surtout des enfants qui apprenaient à lire sur des alphabets, sur l'alphabet latin. Il y a des expériences qui ont été menées avec des enfants. C'était vers Strasbourg, tout ça, avec des enfants qui apprenaient à lire sur des albums en turc, qui est très différent, mais malgré ça, ils apprenaient à lire en turc et ils apprenaient à lire en même temps en français, et ils passaient d'un côté, ils passaient à l'autre. Et avec des albums. Après, il faut qu'il y ait des supports. Tout dépend aussi. Bon, après, moi j'ai vu l'offre de la médiathèque d'Orly, c'est pas hyper fourni en ouvrage bilingue, mais je pense qu'il y a possibilité, si les parents ont les moyens. Il y a la télé maintenant, où tu as toutes les choses. Oui. Mais après, il faut qu'il y ait la traduction. C'est-à-dire que moi, justement, le papa me disait, oui, je regarde des films, après c'est sous-titré en français. Je vois, c'est bien ça, voilà. Ou l'inverse, les films en français sous-titrés en espagnol. Il faut qu'il y ait les deux. Parce qu'il y en a qui font Voilà. que ça. Et du coup, est-ce que vous leur parlez aussi du rôle qu'ils doivent tenir à l'école, ou est-ce qu'ils sont au courant, les parents, de leur rôle ou des droits non, qu'ils ont oui, non, ça. Donc on leur apprend tout le système éducatif français. Voilà, maintenant, après, ce qu'il y a l'urgence à mener, c'est vraiment l'enfant. Et après, au fur et à mesure, les parents. Ça, avec les parents. Si tu veux, dans la hiérarchie, des besoins, c'est vraiment au niveau de tout ce qui est administratif, l'inscription de l'enfant, comment il va être pris en charge à l'étude, de venir au niveau de la sortie de l'école, de la logistique en fait, entre guillemets, pour éviter qu'il y ait ça. C'est vraiment le côté vraiment plus terre à terre. Et petit à petit, on essaie de monter en gamme, voilà. Mais tout dépend aussi après, voilà, de la situation des parents. Les parents, c'est vrai, ils peuvent être amenés à déménager aussi. Moi, je pense que... Alors, je t'ai parlé des UPE mobiles et des UPE. Oui, c'est ce que tu me disais. Et je t'ai dit comment, ici, dans la circonscription, comment ça se passait par rapport à mon inspection. Oui, donc bien sûr, ça change. Donc voilà, ça dépend. Toutes les UPE ne sont pas comme ça. Et les protocoles d'accueil des enfants changent aussi d'une circonscription à l'autre. Mais lors de ma dernière formation au Cazenave, il était dans les tuyaux que le protocole qu'on utilise à peu près dans notre circonscription soit un peu élargi à peu près à toutes les circonscriptions. Avec l'enseignant du PE2A qui évalue l'enfant et qui après on décide collégialement avec l'école de secteur d'un projet de scolarité sur secteur ou dans l'école avec l'UPE2A, pas systématique. Parce que tu sais, ici à Orly, avant que j'arrive, c'était la mairie qui t'envoyait les enfants. Ça commençait tout juste en fait, à Coton, là, quand on recevait des enfants de Siey. Donc à Siey, il n'y avait pas encore du PE2A. Du coup, là, il y avait quelques couacs et on commençait à se poser la question, ça commençait tout Bah oui, comment ils font pour savoir si l'élève est en et puis à quel niveau et puis comment. C'est la mairie. La mairie, ah, vous êtes primo-arrivant. Ça, tu vois à quel point ça c'est pas cohérent. C'est un peu discriminatoire même des fois. Ça peut être ça, mais aussi d'un côté, voilà, c'est pas du tout professionnel. La mairie n'est pas compétente. Je leur jette pas des pierres. Surtout quand c'est sur 2 communes, ça devient très compliqué pour les indices de cantine, pour tout ça. Du coup, ils sont hors commune, tout est plus cher. C'est compliqué. Ça dépend si le PE2A est mobile ou pas. Ça dépend aussi de la manière dont dont l'UPE2A est positionné au sein du projet d'école et au sein de l'école, par le directeur et aussi par les autres enseignants. D'accord. C'est un travail plutôt de longue haleine
comme tu dis, qui est aussi lié par rapport qui est aussi lié aux représentations aussi des enseignants, à toute la culture qu'il y avait autour des clean, toutes ces choses-là. Il y a pas mal, il y a de l'immobilisme, mais il y a aussi des choses que les directeurs et les enseignants du PE2A doivent porter aussi, et assumer aussi en même temps. Donc ça peut aussi dépendre des personnalités des uns et des autres. D'accord. Après, bon, si tu veux, on a quand même la chance. On a quand même la chance dans notre métier de... Donc si tu veux pas travailler au bout d'un moment, globalement, pour que les élèves ce genre de public, moi je peux parfaitement l'entendre. À ce moment-là, si tu veux, il faut pas aller dans une ULIS. Si tu vas dans une école avec une ULIS et tu ne veux pas accueillir d'enfants autistes ou trisomiques, ce que tu vas en accueillir, et ça fait partie du projet, c'est comme ça. Mais comment elles sont choisies justement les écoles UP2A? En général, il y a des statistiques. On a un listing à faire au niveau du nombre d'enfants qu'on accueille dans la circonscription par le référent de l'ANA. Et ensuite, on a par rapport à ça des ouvertures ou non du PE2A. Mais c'est vraiment en fonction des arrivants et des remontées des circonscriptions. Et par rapport à voir tout de suite s'il y a une PE2A ou pas dans ça. D'accord, ok. Voilà, c'est quelque chose qui est complètement, c'est pas quelque chose de caché. Par rapport au ressenti, est-ce qu'il y a eu des évolutions depuis que toi tu as commencé, je sais pas du coup... C'est ma troisième année. 3 ans, ouais. Donc du coup, est-ce qu'il y a eu des évolutions déjà dans la progression des élèves? Je pense que oui, parce que de toute façon, on arrive au niveau de la progression des élèves ou pas au niveau de ma propre... Par rapport à tout, ouais. Par rapport aux élèves, par rapport aux autres personnes de l'établissement, par rapport à... Les élèves, ils ont un an de... Oui, mais peut-être qu'il y a des élèves... Ils peuvent faire un peu plus quand ils viennent en cours d'année. Donc même des progressions par rapport aux mises en place, aux dispositifs qui ont été mis en place par l'État, vraiment... Maintenant, sur 3 ans, ça a beaucoup changé justement. Ouais. T'étais en plein dedans, toi. Oui, tout à fait. Les 3 ans, c'est là où ça... Mais si tu veux, dans les progressions des élèves, je dirais que... moi, à titre personnel, je dirais que c'est quand même plus... au niveau du suivi des élèves, c'est quand même plus simple. Parce que moi, j'ai fait les deux. Je suis en train de gérer l'urgence et qu'il faut vraiment... Et que poste où tu dois... où justement tu dois tant sans pouvoir vraiment te projeter sur une longue durée. Il aurait fallu rester, si on pouvait rester sur plusieurs années sur un poste mobile, effectivement je pense qu'il y a des choses à construire, mais moi j'ai fait 15 ans sur un poste mobile et je vois la différence entre le fait de venir dans une école, être déjà certifié quand tu vas dans l'école, pas passer ta certification pendant, parce que la première année j'avais pas ma certification, et venir être déjà certifié, monter un projet, être positionné par la direction, monter un projet avec le directeur, tout ça c'est des choses qui, je pense que ça fait une grosse différence. Ça fait vraiment une grosse différence. Et quand je parle avec mes collègues en formation, quand on fait des formations avec d'autres collègues en UP2A, ils sont d'accord avec le fait que effectivement c'est pas du tout. Il y a des choses très différentes d'une école à une autre. Il y a des UP2A de toute façon qui sont très différentes. Globalement, c'était par rapport à la pédagogie la dernière fois. Si tu veux, il y a quand même quelque chose qui est assez personnel quand tu fais cette classe-là. Et dans mon UPE2A, va assez peu ressembler finalement à l'UPE2A de quelqu'un d'autre. Oui, c'est ça. Alors, même dans une classe ordinaire, quelqu'un qui a un œil un peu aiguisé, un œil aiguisé, même dans 2 classes de CP, tu vois, ou 2 classes de CE, il verra la touche personnelle de l'enseignant, tu vois, il verra quelque chose. Mais en UPE2A, c'est encore plus marquant parce qu'il y en a moins, et donc forcément, ça fait des disparités qui sont de grandes disparités, avec des dominantes pour certains, d'autres qui sont influencés par certains profils, certains par d'autres, tu vois ce que je veux dire. Voilà, par leur propre histoire, et c'est vrai qu'il y a quelque chose de très personnel, et tu retrouves un peu ce côté très personnel aussi dans la relation que tu as avec les enfants. Et c'est ça quand même, c'est une grande particularité de cette classe. Et que demain, si tu es amené à voir là l'UPE2A de Génie-Cotron, c'est une école de Lille, ou tu vas voir l'UPE2A de Villeneuve-le-Roi, tu verras quelque chose de très différent. Même au niveau de la pédagogie, ou même au niveau de tout, parce que effectivement, on n'est pas. Il y a moins d'usage, et il y a moins d'usage, il n'y a pas vraiment. C'est-à-dire qu'au niveau des supports, au niveau des outils que tu dois investir, il y a beaucoup de. Il y a très peu de choses qui sont déjà faites. Très peu de choses trouvables. Tu dois la plupart du temps construire tes propres outils selon tes propres principes, donc selon ta propre compréhension et selon les élèves que tu reçois. Donc du la coup, dynamique du groupe, ça peut complètement changer. Un peu plus, je trouve. Un peu plus. Moi je suis pas enseignante du PE2A, mais j'ai travaillé 6 ans dans une école où il y avait une clean, donc fixe. À l'époque, et je voyais une collègue sur une année ou sur une autre, pourtant elle a sa touche personnelle, elle a
et ben ça fonctionnait pas du tout pareil selon le groupe qu'elle avait, quoi. Ouais, d'une année sur l'autre. On peut pas se projeter et comme je dis, c'est plus dans l'urgence et faire un projet dessus. Oui. Tu peux pas Après, anticiper, ça va être bon maintenant j'ai ça, qu'est-ce que je fais? Mais anticiper C'est plus difficile. Non, c'est plus difficile. Voilà, tu as positionné l'élève et c'est pour ça que c'est très important de positionner une personne au début. Tu vois. Alors, votre rôle par rapport aux d'autres personnes de l'établissement, il y a une très grande dimension de communication dans ce travail. Je t'en ai déjà parlé tout à l'heure. Oui. Mais c'est, après, dans mon cas, c'est vraiment tout, même les autres directeurs, même les autres écoles, donc moi, c'est assez élargi. C'est tout le groupe scolaire, c'est tous les intervenants et tout. Donc, bon, il y a ce côté réseautage. Et c'est très, bon, c'est ici à Orly, quoi. C'est ici à Orly avec moi, dans mon école. Dans tous les cas. Mais dans tous les cas, c'est surtout la relation avec les autres collègues. Bien sûr. Si tu veux, le regard que tu peux porter sur un élève peut différer, De notre enseignant. peut beaucoup différer par rapport à celui qui est porté par l'enseignant. Si tu veux. c'est pas, il n'est pas dit que, tu vois, toi tu peux ressentir des choses en classe que l'enseignant ne ressent pas. D'où l'intérêt de la co-intervention. Mais Tu viens en l'enfant classe peut et se que tu comporter d'une manière en classe normale D'où l'intérêt de la co-intervention, et je te dirais même, des fois j'ai même envie, parfois j'aimerais bien qu'il y ait certains de mes collègues qui viennent dans ma classe. Ils peuvent pas, parce qu'ils n'ont pas mon créneau, ils n'ont pas ma souplesse, mais ils n'ont pas ce créneau de souplesse pour venir. C'est peut-être une piste de réflexion. Parce que normalement on peut décloisonner aussi. Mais globalement, si tu veux, le fait de venir aussi en co-intervention dans la classe, ça permet de voir, bon, tiens, ces difficultés, finalement le rythme de la classe est assez soutenu, la manière dont la maîtresse, finalement elle parle comme super vite, c'est quand même compliqué. Et puis du coup ça te permet toi de mettre à jour les outils d'aide et de comprendre aussi voilà, sur quoi tu peux travailler, revenir en classe par rapport à ça. Mais aussi, tout ce côté communication, c'est aussi un côté de transparence, d'où ces outils, tu vois, ces PPRE, les PPRE du PE2A, donc celui-là, le début, ça a été fait par... le début, c'était le CASNAV de Lille qui l'avait fait, mais le reste, moi, je ne le trouvais pas adapté, tu vois. C'est un peu trop léger, donc du coup, je l'ai remplacé par le tableau que je t'ai montré, qui me paraît plus clair. Oui, ça ressemble à un mini-programme. Voilà, là, tu vois, ça c'est un peu trop léger, tu vois, et donc du coup, tu peux pas vraiment... si tu veux, tu peux pas mettre toutes les compétences que tu veux travailler, objectif, tu as un projet sur l'année, même qui dépasse parfois l'année. Donc du coup, il faut que tu puisses te projeter plus loin, et puis aussi le décliner sur plusieurs périodes, et puis tu puisses prévoir des bilans. Donc si tu veux, cet outil-là, il va falloir que tu le réadaptes. Et c'est important, tout ce travail de communication là va être important. Et je t'ai parlé aussi du fait de mutualiser les outils dans la classe, les cahiers du jour, les cahiers de leçons. Alors moi je travaille le cahier outil que j'ai mis en place dans la classe pour qu'ils repartent là-bas. Et le cahier là, cette année j'ai obtenu qu'on travaille sur le même cahier du jour, ce qui est génial, ce qui est vraiment super. Les gamins ils viennent avec leur cahier du jour et puis voilà. Ils viennent et moi je vois ce qu'ils ont fait, ils voient ce que je fais. Il y a une visibilité beaucoup plus large. Et ça c'est beaucoup mieux. Parce que l'autre, et puis les enfants, voilà, et puis les enfants le sentent. Moi j'ai des élèves qui viennent de Romain Roland B, avec qui justement je ne peux pas échanger les mêmes outils dans la classe. Et bien effectivement, moi j'ai l'impression qu'ils me bâclent un peu le travail de ça, parce qu'ils considèrent parce que déjà ça les saoule un peu de venir. Ça les saoule un peu de venir à Romain Roland A, donc du coup ils battent un peu leur travail, ils ne prennent pas forcément soin. La même chose que si c'est dans le cahier du jour, on sait que la maîtresse va regarder, et que moi je regarde après ce qu'on a fait avec la maîtresse, et c'est comme ça qu'après, du coup, l'élève aussi investit les choses différemment. Il sent qu'il y a une articulation entre la classe, c'est pas je viens ici, je suis X, je retourne dans la classe, je suis Y, non, tu essayes d'être, tu vas être le même élève parce que moi et la maîtresse on est comme ça. Oui, est-ce que c'est pas aussi parce qu'ils considèrent que leur école, leur classe ordinaire est un peu plus importante du coup, s'ils bâclent le travail? Est-ce que c'est pas justement... oui, tout à fait. Parce que voilà, mais pourquoi ils peuvent avoir cette impression-là? Parce que quand tu viens prendre uniquement, il y a un côté stigmatisant. C'est ça. Typiquement avec Romain Roland B, alors on peut pas trop faire autrement parce que c'est compliqué, ils sont en face, et puis je dois bien les prendre les élèves. Mais à terme, moi je commence à réfléchir, à m'interroger sur le fait que ces élèves-là, en fait même à Romain Roland B, il faut qu'on les fasse venir à Romain Roland A. Oui. Du coup, vaut mieux qu'ils soient quand même chez nous plutôt que tu vois, parce que c'est quand même compliqué, parce que j'avais une enfant en CP, elle pleurait à chaque fois. Elle pleure à chaque fois, jusqu'au mois de janvier elle pleurait. Pourtant, bon, quand elle venait, ça passe, pourtant il y a des outils, il y a des espaces de jeu, il y a tout ce qu'il faut, un peu comme en mater. Mais c'était peut-être le changement encore. C'est le changement, c'est le rapport. Il y a un côté traumatique encore une fois. Tu viens, un adulte, un homme vient te chercher, toi t'as 6 ans, viens, je te prends, je t'arrache à ta classe. Peut-être elle aimait bien s'accrocher un peu avec sa maîtresse. Tu vois ce que je veux dire, il y a tout ce côté-là qu'il faut que tu prennes en compte. Et il faut aussi s'adapter à ça. Prendre en compte ça. Le fait qu'effectivement, il va falloir que tu t'adaptes et que tu te mettes à la hauteur de l'enfant. Et puis, effectivement, avec les autres collègues, voilà, il va falloir que tu t'adaptes aussi. Un collègue qui peut être,
sans porter de jugement. Parce que c'est très compliqué. À chaque fois qu'on parle, que tu veux parler avec un collègue, on peut te reprocher, bon oui, mais si tu veux encore intervention, tu vas observer ce que je fais, tu vas me juger. Je dis, mais non, tu ne positionnes pas comme un conseiller pédagogique. Je suis là pour observer l'enfant. Je suis là pour l'enfant. C'est ça. Je suis pas là pour observer ta classe. Je suis là pour observer l'enfant. Et si on essaie de trouver, si tu peux apporter des trucs, je suis ouvert. Et si moi je peux apporter des trucs, on peut en discuter aussi. Il n'y a pas de souci. Mais maintenant, il faut qu'on soit dans cette même démarche-là. Si toi par contre, si toi de base tu veux qu'il n'y ait personne dans ta classe, si toi de base tu veux que le gamin il aille là-bas et que tu veux pas entendre parler de lui, en fait tu veux qu'il revienne. Si dans tes représentations tu te dis bah finalement s'il restait 20 heures dans ta classe ça serait beaucoup mieux. Je ne veux pas m'occuper de lui. Ouais. Alors d'un côté je te parlais de Romain Rollandais et justement il y avait une élève qui je parlais de cette élève de CP là pour l'illustrer, pour te donner un exemple. C'est une élève qui venait ici, là du coup on a travaillé sur l'inclusion de cette élève avec moins d'heures du coup en UPE2A par rapport à ses progrès en lecture en CP. Et du coup comme ils ont une Ulysse à côté, une Ulysse qui fonctionne bien, ils ont l'habitude d'inclure des élèves, ils ont une forme de souplesse par rapport à des élèves d'Ulysse qui viennent et qui peuvent décloisonner et bénéficier des enseignements dans les différentes classes. Et donc du coup c'est beaucoup plus facile de travailler avec des enseignants qui ont l'habitude de prendre en charge, d'être dans des problématiques de différenciation et d'inclusion scolaire, que des enseignants où, effectivement, non, ils se voient bien dans leur classe, et toi, dans ta classe, et finalement, ils n'ont pas trop envie de bosser avec toi. Tu vois, c'est compliqué. Il faut pouvoir le gérer, ça. Pouvoir aussi, d'un côté, dire que c'est l'intérêt de l'enfant qui doit primer, faire appel au bon sens, à l'intelligence, et effectivement, aussi, tu peux rappeler que si tu ne veux pas travailler avec des élèves allophones, il ne faut pas venir dans une école avec une UPE2A, tout simplement. Il n'y a pas de honte, il n'y a pas de jugement par rapport à ça. Moi, je le comprends. Mais il y a beaucoup d'écoles, on a la chance de pouvoir bouger. Tu vas dans une école avec du UPE2A, tu es obligé de travailler avec des élèves. Bien sûr. Je suis désolé pour toi, en premier lieu, oui, mais effectivement, je suis désolé aussi pour l'élève. Mais maintenant, il est là, bon, essaye de faire quelque chose. Tu vois, c'est pas de jugement partagé. D'autant que, effectivement, je pense que c'est surtout des principes pédagogiques à mettre en place et à essayer d'intégrer. Et je pense qu'il y a aussi une culture, je parlais de culture d'inclusion tout à l'heure, une culture qui a mené au niveau des écoles, le fait en pérennisant la personne qui reste sur le poste, en investissant, donc la manière dont est positionné l'UPE2A dans l'école, c'est ce qui permet de donner cette culture-là aux enseignants, et qui à terme, après moi je suis c'est un truc c'est un peu utopique, mais à terme, demain, si moi, mon ambition, je sais pas si c'est... je me dis que si demain il y a des enseignants qui viennent dans mon école avec l'UPE2A, on a beaucoup travaillé ensemble en cours d'intervention, on a mis en place des projets, ça a marché pour des élèves. J'ai envie de me dire que peut-être que cet enseignant-là, s'il bouge d'une école, il va dans une école, il y a un élève allophone qui vient, il n'y a pas d'UPE2A, il ne va pas se mettre à trembler comme une feuille, à dire qu'est-ce que je peux faire, je peux rien faire. Non. J'ai déjà des points, je sais ce que je peux faire. Ça, oui. Tu vois, mon but c'est pas tu vois, c'est pas une question de science. On a des principes pédagogiques, on a des connaissances, des certifications, ce que tu veux, mais si tu veux, le mieux c'est que tu puisses le diffuser aussi avec tes collègues et faire monter, tu vois, essayer monter en gamme au niveau des compétences tes collègues et qu'eux aussi peuvent t'apporter des trucs. Ça va dans les deux sens. Donc du coup c'est ça, si tu veux, c'est une ambition, c'est ultime, il faut prendre du temps pour je pense qu'on peut peut-être y arriver, mais c'est des projets à long terme. D'accord. Politique, on a la circulaire de 2012. Politique de l'établissement, manière d'accueil, bon tu as vu politique d'établissement, je dis que c'est primordial. Rôle par rapport à d'autres personnes d'établissement, je dis voilà. Et s'il y a d'autres points que tu souhaites aborder, on a plus de temps que j'ai parlé de façon. Ouais, le parcours. Moi j'ai eu mon concours en 2006. J'ai été brigade pendant 1 an. C'est quoi brigade? Brigade, c'est remplaçant pour les longs remplacements. J'ai été ZIL pendant 5 ans. C'était pour les courts remplacements à Ivry-sur-Seine. Après, quand j'étais ZIL pendant ma dernière année, en 2012, j'avais repris mes études. En 2012, avec le CNED, j'avais eu un master 1 de FLE. Là-bas, j'avais juste fait ça parce que je voulais un peu voir autre chose, parce que les études, ça tourne un peu en rond. Voilà, pour reprendre un peu mes études et en même temps pas recommencer au niveau de la licence. Donc en même temps, j'avais pas 50 solutions. Mais en même temps, c'était intéressant, parce que c'est intéressant. Même au niveau, même quand tu prends ta classe, moi, le français et langue étrangère, c'est quand même pas mal. Et puis ça peut t'ouvrir d'autres portes, c'est par rapport à... J'avais des cours de français et langue étrangère pour adultes et tout, voilà. J'avais eu master 1 de FLE comme ça. Et puis, j'avais travaillé ma dernière année de ZIL dans une matière où il y avait des enfants roms. Il y en a beaucoup d'enfants roms à Ivry.
Et donc du coup en APC, donc j'avais fait des ateliers de langage avec eux, parce qu'ils étaient non francophones, donc j'avais commencé à travailler un peu avec eux. Et puis quand les UPE2A, bon, donc du coup j'avais postulé pour une UPE2A, j'avais eu l'avis favorable à l'époque, ça marchait comme ça, pour aller à Vitry. Quand j'étais à Vitry, ma première année, j'ai passé ma certification, tu vois, l'examen de l'académie, en fait, de la maison des examens par rapport à la spécialisation FLS, j'ai passé en 2015. Et cette même année, j'ai passé aussi mon Master 2 FLE, FLS, le cours de Paris Cécile Boy. Voilà, avec l'université de Tours, c'était elle qui était ma directrice de mémoire à l'époque. D'accord. Et c'est surtout à cette époque-là où tu vois, j'avais eu le temps. D'accord. D'accord. C'est pas évident, mais voilà. Et donc, oui, c'est le parcours en fait qu'il faut suivre. Non, pas forcément, juste la certification. Non, en fait, tu peux faire fonction. Mais la certification FLS, je pense qu'à terme, déjà dans le 93, elle est obligatoire. Maintenant, si tu veux, en 93, tu es obligé d'avoir la certification FLS pour aller en UPE2A. Après, là pour l'instant, elle n'est pas encore obligatoire, mais ça va vers obligation de certification. Voilà. D'accord. Et quoi qu'il arrive, ça... changer les modalités de ouais. passation de la certification, parce que là, c'est compliqué. Mais du coup, c'est vrai que... En tout cas, oui, le fait d'avoir la certification, les lectures, les conseils de lecture, les différentes choses, les échanges. Formation, donc la discipline enseignée, donc c'est tout. Juste le niveau d'études, donc tu m'as dit que tu avais un Master 2, c'est ça? Un Master 2, plus le concours de CAPE, à l'époque c'était licence, Master 2. Enseignement supérieur, c'est plutôt... j'ai une licence... J'ai une licence éco-gestion. D'accord. Mais un bac S. 2006, ça fait 11 ans. 11 ans, ouais. Dans UPE2A, tu veux dire? UPE2A, 3 ans. Tu as noté 3 ans. Je vais noter 3 ans UPE2A. Moi, c'était d'établissement 2 ans. C'est ça, c'est pas grave. Parce qu'il y avait mes professions du père, de la mère, pour savoir un peu... Mais c'est pas grave. Oui, non, mais c'est simple. Écoute, pourquoi pas. Mais tu devrais mettre aussi langue parlée. Oui. C'est important, parce que moi je pense que tu vois, le fait que toi-même, si tu es toi-même un profil plurilingue, ça, je pense que ça joue aussi. Bien sûr, mais moi si je me suis intéressée à ce sujet-là de mémoire, c'est aussi parce que c'est un peu... je cherche aussi des réponses. Donc, français, forcément. Alors, français, kabyle, anglais, allemand, petit niveau scolaire, arabe lu. Bon, écoute, il m'en reste un peu plus que ce que je pensais. J'ai pas juste noté un album bilingue en allemand, ça j'arrive à comprendre encore. Mais bon, pour parler, voilà, c'est... Ouais. Pas trop. Mais par contre, pour lire, ça va. Ok. Et arabe lu, je ne parle pas, mais j'arrive à le lire. À lire, d'accord. Ouais, parce que c'est... Voilà. Ok, j'espère que ça t'a donné quelques billes. Oui, beaucoup. Peut-être que ça t'a donné envie de venir en UPE2A plus tard. Moi, de toute façon, je pense que oui, je me destine à ça. Bah écoute, je sais pas s'il y a une limite d'ancienneté pour UPE2A, mais tu peux passer ta certif. Ouais, de toute façon, je vais m'enseigner sur ça. Merci. Juillet alors.